Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui aux hommes anarchistes face au féminisme et plus généralement à la question du sexisme dans les milieux libertaires. Et le titre de l'émission, du coup, sera programmatique par rapport à ces problèmes de sexisme qui existent dans la pensée et dans les milieux libertaires jusqu'à aujourd'hui, et historiquement. Le titre de l'émission serait, du coup, pour un anarchisme pro-féministe. Alors, pour justement proposer une réflexion critique par rapport au sexisme dans la pensée et les milieux libertaires, nous sommes avec Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, et auteur notamment sur la question de l'anarchisme, de L'anarchie expliquée à mon père, publié aux éditions Luxe en 2014, et de Les Black Blocs, publié aux éditions Luxe en 2016. Et il a également publié des ouvrages sur la question du sexisme plus généralement, et notamment La crise de la masculinité, publié aux éditions Remue-Ménage en 2017, sur laquelle on va consacrer une autre émission, et également de Le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué, publié aux éditions Remue-Ménage en 2015, et évidemment il a écrit de nombreux autres ouvrages sur notamment la thématique de la démocratie, de la répression des mouvements sociaux, sur lesquels on renvoie à la page de l'émission. Donc bonjour Francis. Bonjour. Alors, donc, la base un peu de cette émission, c'est l'article que tu as publié justement, Hommes anarchistes face au féminisme, publié à Réfraction, la revue anarchiste de réflexion critique. Et dedans, tu partais effectivement d'un paradoxe, c'est-à-dire du fait que à la fois l'anarchisme est censé être une critique et une négation de toutes les formes de pouvoir, de toutes les formes de domination, et pour autant, aujourd'hui, dans les milieux libertaires et même dans la pensée libertaire, on retrouve encore un sexisme prégnant, que ce soit dans les comportements ou dans les discours. Et c'est en réalité le produit d'un héritage historique beaucoup plus lointain, qui remonte à au moins Proudhon. Et du coup, c'est un petit peu comme ça qu'on divisera l'émission d'aujourd'hui. D'abord, parler des problèmes, disons, de ce que tu as appelé l'anarcho-sexisme contemporain dans les milieux libertaires et dans la pensée libertaire. Et puis après, dans une deuxième partie, on reviendra un peu sur les origines historiques de tout ça. Donc voilà, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dresser un peu un bilan de qu'est-ce que c'est que l'anarcho-sexisme aujourd'hui, à la fois dans les discours et dans les pratiques ? Oui, alors c'est un concept que j'ai lancé comme ça pour essayer d'expliquer que des hommes anarchistes, donc, semblent en contradiction avec les principes fondamentaux de non-domination ou de anti-autoritaire, dans la mesure où ils ont soit des pensées ou même des pratiques, et des fois c'est même très grave, là, il y a évidemment des cas d'agression, c'est récurrent dans les milieux anarchistes, toutes tendances confondues par ailleurs, que ce soit en France ou au Québec ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, on parle de harcèlement et d'agression sexuelle, donc c'est pas juste un débat d'idées, là, c'est vraiment des combats, des problèmes très graves. Donc, comment on peut expliquer cette contradiction apparente? J'ai essayé de suggérer plusieurs pistes d'explication. La première, peut-être la plus simple et la moins originale,
c'est de rappeler que simplement les hommes, et principalement les hommes hétérosexuels, même s'ils sont anarchistes, même s'ils se disent anarchistes, ont été socialisés souvent comme des hommes, et comme des hommes hétérosexuels dans leur famille, par leur père, PE accent grave RE et PAIRS, c'est-à-dire entre jeunes quand on est enfant et quand on grandit dans l'adolescence peut-être plus spécifiquement, et par la socialisation par les médias, la culture, etc., à adopter certaines attitudes, certaines postures, certaines pratiques liées à ce qu'on considère être notre identité masculine. Et donc ça, on a beau dire qu'on est anarchiste, évidemment, on n'est pas complètement étranger à notre propre culture, appelons-la la culture nationale. C'est vrai évidemment pour d'autres enjeux par ailleurs, pas seulement sur la question des identités sexuelles. On pourrait dire évidemment d'une certaine manière la même chose des femmes et des féministes et des anarcho-féministes elles-mêmes, j'imagine. Il faudrait qu'elles viennent en parler elles-mêmes, là. Mais j'imagine qu'elles-mêmes, des fois, ont de la difficulté à se désocialiser, disons, d'une socialisation féminine qui peut être parfois pénible pour elles, et en contradiction avec leur principe d'émancipation aussi. Donc en fait, il y a, malgré effectivement des idéaux anarchistes effectivement, de négation des pouvoirs dans son attitude individuelle, il y a une reconduction un petit peu d'une socialisation qui forme les hommes à être des dominants, effectivement des dominants qui considèrent les femmes comme étant, au moins dans la pratique, peut-être moins dans les idées explicitement aujourd'hui, mais dans la pratique, comme étant inférieures, devant se soumettre à leurs désirs, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que, effectivement, il y a des problèmes récurrents dans tous les milieux militants par ailleurs, mais notamment dans le milieu anarchiste, de problèmes d'agression sexuelle, de viol, et puis après aussi, bon, voilà, un sexisme un peu ambiant, etc., dont on parlera peut-être plus quand on parlera justement du fait que, enfin, il y a presque deux parts dans cet anarcho-sexisme. Et d'une part, une part finalement, de reconduction de la domination masculine, disons, de la domination des hommes sur les femmes, et puis après, aussi quelque chose qui est un petit peu différent, mais évidemment qui s'y rattache, c'est-à-dire une espèce de valorisation de la virilité, exactement. etc. Tout à fait. Et ça, donc, du coup, là, on pourrait dire qu'il y a vraiment une fusion entre une certaine conception de l'anarchisme et de la tradition anarchiste et de qu'est-ce qu'un anarchiste et qu'est-ce qu'un vrai anarchiste pur et dur et vraiment radical, et une conception de la virilité combattante, en lutte, musclée, autonome, etc. Et donc là, c'est pas simplement l'explication première de la socialisation. Nous sommes tous socialisés dans nos sociétés où nous avons grandi. Un problème qui était déjà d'ailleurs soulevé à la fin du 9e siècle par des femmes anarchistes qui étaient allées dans les milieux libres, qui disaient les camarades sont bien sympathiques là, de parler d'amour libre et de tout ça, mais en fait, ils ont été socialisés comme des hommes, et en fait, ils sont jaloux, et ils se battent comme des coqs, et il y a beaucoup de milieux libres, en fait, qui ont explosé sur des enjeux de jalousie, des fois même à coups sur la gueule, quoi, parce que même ces anarchistes qui se disaient pour l'amour libre et contre la jalousie et contre la possession sexuelle et amoureuse, étaient incapables de se désocialiser. Les féministes, leurs camarades féministes femmes, l'écrivaient noir sur blanc, c'est nous sommes encore socialisés comme des bons. Donc ça, on était à la fin du 9e siècle. Mais après ça, c'est effectivement, il y a ça, et bon, je l'ai vu aussi évidemment en travaillant sur les Black Blocs où les gens qui ont participé à des manifs où, évidemment, il y a des tendances plus marquées par ce virilisme. On peut penser, par exemple, à l'antifascisme, le syndicalisme révolutionnaire, toute la mythique de la barricade, de la manifestation, de la culture ouvriériste. Effectivement, elle est très virile. Et là, donc, ça aussi, c'est prégnant dans l'imaginaire et dans l'auto-identification des anarchistes. C'est souvent, quand on pense à un anarchiste, on pense à un homme combattant, un homme viril. Donc ça aussi, ça vient renforcer cette distinction entre les sexes dans le milieu anarchiste, avec évidemment des divisions sexuelles du travail aussi militantes dans le milieu anarchiste, c'est-à-dire les camarades hommes, ils font certaines choses dans le milieu anarchiste qui sont plus valorisées, et les femmes sont reléguées souvent à des tâches subalternes, ou en tout cas dites subalternes ou moins valorisées. Oui, et c'est vrai qu'effectivement, pour parler par exemple de l'exemple de la radio, c'est vrai qu'effectivement, et là, pour le coup, c'est vraiment un héritage de la socialisation différentielle entre les hommes et les femmes, une socialisation genrée et inégalitaire, que, effectivement, dans la présente émission, c'est plus compliqué de faire venir des intervenantes que des intervenants, parce qu'on est dans une société où la parole des hommes est valorisée a priori, automatiquement, alors que la parole des femmes est automatiquement dévalorisée. Ce qui fait que pour qu'une militante
viennent s'exprimer à la radio. Ça va être plus compliqué, il va falloir qu'elles se sentent beaucoup plus prêtes à le faire que si c'est un mec qui va le faire plus facilement. Et le problème, c'est que là, pour le coup, on va y arriver. Le problème, c'est que c'est pas juste un héritage de la socialisation patriarcale, je veux dire, entre guillemets, avant l'insertion dans des milieux anarchistes qui, eux, seraient d'une certaine façon neutres par rapport au genre ou qui ne feraient qu'à la limite que reconduire, avant d'effacer progressivement. Mais il y a aussi, il suffit de regarder le temps de parole dans une assemblée générale militante, anarchiste ou non, des hommes et des femmes. On voit très clairement qu'il y a un problème. On voit très clairement, et ça a été montré par exemple dans questions féministes, que la question des interruptions, les hommes dans les milieux anarchistes compris ont tendance à interrompre beaucoup plus les femmes, et ils ont tendance à plus garder la parole, etc. etc. Et c'est là où, peut-être ça serait un premier point très important, c'est que on a beau dire qu'on est anarchiste et qu'on lutte contre l'autoritarisme, contre la domination, contre les pouvoirs, en réalité, trop souvent, cette posture, cette identité d'une certaine manière anarchiste, va de pair avec une croyance que c'est nous les dominés, entre guillemets, et qu'on se rebelle contre la figure du père, contre l'État, contre le capital, etc., etc. Alors qu'en fait, sur certains plans, on est nous-mêmes des dominants, structurellement, et du coup, ça veut dire que la personnalité d'un anarchiste, elle ne doit pas seulement être déconstruite dans le sens de se rendre insoumis, disons, à l'autorité, à l'État, au capital, mais aussi un travail sur soi pour se déconstruire, entre guillemets, en tant que dominant. Et là-dessus, je pense que c'est très intéressant de lire, par exemple, tu le mentionnes un petit peu dans tes notes, mais de lire quelqu'un comme Léo Thiers-Vidal, qui a écrit un ouvrage dont on parlera dans une émission, parce que c'est un ouvrage un peu incontournable, de l'ennemi principal aux ennemis principaux, qui essaie de réfléchir justement de manière critique sur la masculinité et sur le fait que cette masculinité, eh bien, elle a été construite historiquement de pair avec un système de domination et qu'il n'y a pas particulièrement à être fier enfin, il n'y a pas de fierté masculine à avoir, dans le sens où cette catégorie culturelle et sociale de masculinité, qui n'a rien à voir avec la biologie par ailleurs, elle est liée à un système de domination et que, évidemment, il faut la déconstruire, et c'est pour ça que c'est intéressant de lire effectivement ce livre de Léo Thiers-Vidal ou un ouvrage notamment de John Stoltenberg qui s'appelle Refuser d'être un homme. Ce sont effectivement, ça peut faire peur au début, on se dit oulala, refuser d'être un homme, forcément on est socialisé en tant qu'homme, donc du coup ça fait peur, mais en réalité, bon, c'est comme quand on est socialisé en tant que future force de travail obéissante au capital. Bien sûr que remettre en cause un système de domination, ça implique toujours de se remettre en cause soi-même. Et c'est encore plus dur peut-être quand on est dominant. Mais il faut le faire. Pour autant, sinon, je pense qu'on peut pas se dire anarchiste si on a peur de se remettre en cause. Et d'autant plus, on peut pas se dire anarchiste si on a peur de remettre en cause les systèmes de domination. On est nous-mêmes dominants. Ça, c'est un problème grave, parce que moi, j'ai été témoin à plusieurs reprises, en fait, que ce soit en France ou au Québec, de ce phénomène d'hommes anarchistes totalement réfractaires à l'idée qu'ils puissent être privilégiés. Et c'est comme un crime de lèse-majesté de les identifier comme des hommes privilégiés. Ils vont avoir toute une série de tactiques pour se disculper de leur statut de privilégié d'homme. C'est soit ils évitent la critique en identifiant en fait leur statut de classe, par exemple de salarié, où ils vont dire ben moi j'ai des petits boulots, j'ai jamais eu un bon salaire, etc. Je suis un exploité, je suis avec les prolos, etc. Et donc on ne peut pas dire que je suis privilégié, c'est une insulte. Ça insulte mon origine familiale, ça insulte mon statut de classe actuel. Et donc non, je ne suis pas un privilégié. Et de toute façon, les féministes qui me disent ça, c'est des petites bourgeoises, etc. Bon bref, j'ai entendu ça à plusieurs reprises, et ils ont l'air réellement insultés, mais évidemment, le résultat de ça, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à avoir une réflexion autocritique sur leurs propres attitudes. C'est vraiment un système de blocage et même de contre-attaque dans ce cas-là. Et puis après ça, donc ça, ce serait, disons, une contre-attaque sur une base matérialiste, c'est-à-dire qu'on fait jouer la classe sociale contre la classe de sexe, quoi. Et puis, après ça, il y a le blocage, du coup, qui est purement idéaliste, qui n'est pas du tout une analyse matérialiste, qui est de dire, ben, si moi je dis que je suis anarchiste, donc je suis contre les dominations, donc je ne peux pas être dominant.
C'est un peu comme la personne qui dit, une personne blanche qui dit, ben moi je suis antiraciste, donc on va pas commencer à me faire chier que j'ai des privilèges blancs et que je tire profit de la couleur de ma peau, etc. Puisque je dis que je suis antiraciste, je vais aux manifs antiracistes, c'est un peu comme dire j'ai un ami noir, bon, et ils n'arrivent pas à comprendre, ou en tout cas ils veulent pas comprendre très certainement qu'ils peuvent avoir des propos sexistes, ou donc il y a un double joker, disons, pour éviter de réfléchir à leur comportement ou à leur attitude ou à leur violence sexiste. C'est j'ai une identité de classe exploitée ou défavorisée, et donc je ne peux pas être considéré comme un privilégié, ça serait une insulte à mon expérience de prolo, par exemple, ou je dis que je suis anarchiste. Et les anarchistes, effectivement, détestent être associés à des dominants, puisque, en fait, c'est vraiment le fondement, le cœur même de l'idéologie, de l'identité anarchiste. Et puis après ça, il y a, là c'est plutôt une question de courant anarchiste, il y a évidemment tous les anarchistes qui sont très près du marxisme et qui considèrent évidemment que l'ennemi principal, c'est le capital, la lutte principale, c'est le capitalisme, c'est le patronat, c'est la bourgeoisie, etc. Et que tout doit être pensé à travers ce prisme. Et là, du coup, il y a différentes façons de dénigrer le féminisme, mais très certainement, on peut l'identifier à une lutte identitaire ou communautaire, en tout cas secondaire, et même libérale, en fait. Et ça, dans la tradition anarchiste, ben, on a ça déjà à la fin du 19e siècle. Même chez les Mujeres Libres en Espagne, elles hésitaient beaucoup à se dire féministes et généralement elles ne se disaient pas féministes parce qu'elles identifiaient le féminisme à un mouvement bourgeois. Évidemment, pour les personnes qui connaissent l'histoire du mouvement féministe, on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que dès le 19e siècle, oui, il y avait des féministes bourgeoises, mais il y avait des féministes socialistes, il y avait des féministes révolutionnaires, il y avait toute une galaxie de tendances chez les féministes. Mais chez les anarchistes, il y a cette tendance, évidemment, très forte chez les anarchistes communistes ou ouvriéristes ou syndicalistes révolutionnaires de dire c'est le capitalisme qui est l'ennemi principal et donc du coup le féminisme c'est toujours quelque chose d'un peu suspect, soit d'un point de vue intellectuel, il y a des choses qu'elles ne comprennent pas, soit d'un point de vue de la mobilisation, on connaît la réplique, c'est elle divise la lutte, elle nous entraîne dans des luttes secondaires, et puis en plus elle mène la lutte à l'intérieur même du mouvement anarchiste, donc c'est vraiment une nuisance, quoi. Et grosso modo, ce sont des libérales. Et on va pouvoir utiliser des arguments du type, la preuve d'ailleurs, c'est que l'Union européenne, par exemple, a des politiques anti-discrimination, ou le Macron peut être contre les discriminations et pour la parité entre les sexes. Donc on voit bien que le féminisme, c'est quelque chose de libéral et que c'est pas quelque chose de radical, etc. Donc on va utiliser des arguments de ce type-là. Qui sont en plus des arguments qui sont repris également par l'extrême droite pour le coup, c'est quand même... Tout le monde peut s'amuser avec ce type d'arguments. Et un de ses avantages, c'est qu'une fois qu'on a dit évidemment que le féminisme c'est quelque chose de libéral ou de bourgeois, ben là on sauve beaucoup de temps parce qu'on n'a plus du tout besoin de s'y intéresser, on n'a plus besoin de lire, on n'a plus besoin de réfléchir à ça, on n'a plus besoin de s'en préoccuper parce que on vient de le balayer du revers de la main, alors que évidemment des camarades qui sont inspirés des féministes matérialistes comme Christine Delphi en France ou Catherine McKinnon aux États-Unis avec une autre approche, mais quand même inspirés du marxisme. Les deux sont inspirés du marxisme. Colette Guillaumin ont travaillé extrêmement fort pour démontrer qu'en fait, mais non, il y a possibilité d'avoir une analyse matérialiste des rapports sociaux de sexe, et les rapports sociaux de sexe ne sont pas une question d'identité biologique ou anatomique ou de nos organes génitaux, je ne sais quoi, mais c'est des rapports sociaux, c'est-à-dire que ça implique des rapports de pouvoir, des rapports de domination, des rapports d'oppression, des rapports d'exploitation et d'appropriation des ressources et du travail des autres, et des rapports d'exclusion aussi. Et dans le rapport du travail, ben, si on a simplement une analyse anticapitaliste, il y a tellement de travail qu'on ne voit pas et beaucoup de travail qui sont faits par des femmes pour nous en tant qu'hommes, qu'on ne voit pas parce que c'est du travail gratuit. On dit, ah ben tiens, il n'y a pas de plus-value, donc il n'y a pas d'exploitation. Alors que clairement, il y a du surtravail parce que toutes ces femmes qui travaillent pour nous, ben, tout le temps, toutes les heures et les journées, les semaines de travail qu'elles mettent pour nous, ben, c'est exactement la même logique que le surtravail du prolo qui travaille plus qu'il ne devrait travailler parce qu'en fait, il travaille aussi pour son patron. C'est exactement la même logique. Et d'ailleurs, c'est tellement la même logique que quand ce travail-là, par exemple, préparer des repas ou faire le ménage, etc., quand ce travail-là, il est salarié, ben, c'est du travail. Mais quand on le fait pour nous gratuitement, on pense que ce n'est plus du travail et que ça disparaît. Donc, il y a vraiment comme un problème d'analyse et de conceptualisation, mais qui sert à certains anarchistes à discarter complètement la question du féminisme. Oui, c'est là que effectivement ce qu'a écrit Christine Delphi pour le coup est très intéressant.
puisque effectivement elle montre que effectivement la seule forme d'exploitation, c'est pas seulement l'exploitation de classe au sens classique, que ce soit une exploitation capitaliste ou une exploitation féodale, etc., mais qu'il y a bien une forme d'exploitation patriarcale qui est à prendre en compte. Et d'un point de vue très matériel, si à mon avis on regarde, bon là on parle des milieux anarchistes, mais on peut parler des milieux militants en général, la répartition des tâches ménagères, le problème du consentement, si on prend tout un tas d'indicateurs d'indicateurs de relations réellement égalitaires entre les hommes et les femmes, entre tous les individus, je pense qu'effectivement, c'est pas sûr que on arrive sur un résultat fabuleux, quoi. Et là, on voit qu'il y a en fait que les hommes anarchistes pensent pouvoir justement s'exempter de cette critique générale en disant mais nous on est des prolos ou le féminisme c'est quelque chose de libéral et tout ça. Mais c'est précisément parce que la domination masculine, elle est transversale à l'ensemble des milieux, à l'ensemble des idéologies, qu'on soit libéral, anarchiste, stalinien, peu importe, qu'on soit bourgeois, petit bourgeois, prolo, c'est précisément parce qu'elle est transversale que, oui, Macron, il va la formuler d'une certaine manière, et puis l'Union européenne d'une autre manière, et puis, oui, mais aussi les anarcha-féministes aussi, les féministes matérialistes aussi, et les camarades féministes du groupe dans lequel on est aussi, et et même en dehors des milieux anarchistes, tout ça c'est valable pour tous les milieux militants, et même si on n'est pas militant, c'est valable. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si on disait qu'on n'était pas antifasciste parce que l'Union européenne était antifasciste. Oui, l'Union européenne est antifasciste, c'est vrai, ils ont une idéologie antifasciste. La République d'Allemagne est ultra antifasciste, ils font la chasse aux néo-nazis, etc. Dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Est-ce qu'on va dire pour autant, du coup, on est pour les fascistes ou, voilà, il y a effectivement, c'est intéressant les arguments que tu as dit, puisque finalement ces arguments, on peut les prendre au sérieux. Et là, effectivement, on peut prendre un peu de temps pour les démonter, mais globalement, ce sont simplement des rationalisations intellectuelles d'une position de domination qui ne veut pas s'avouer en tant que telle. Et en soi, c'est normal. C'est dur de s'avouer en tant que, qu'on est dominant, qu'on bénéficie de privilèges et tout ça. C'est dur de se dire, alors qu'on trime à l'usine, etc., que, en fait, on est dominant. Bah oui, mais peut-être qu'en dehors de l'usine, on est effectivement dominant, on prend la parole tout le temps dans les assemblées générales ou dans les conversations qu'on a au quotidien. On est dominant parce qu'on fait 20% des tâches ménagères et qu'on laisse 80% des tâches ménagères à sa compagne. On est dominant parce que on peut exercer des formes de pression psychologique pour avoir des relations sexuelles. Et le fait qu'on se proclame anarchiste, par rapport à ça, ne veut rien dire. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de réhabiliter justement une analyse matérialiste. C'est peu importe les affirmations identitaires de nous on est ci, nous on est ça. Et c'est pour ça que mettre des chartes antisexistes dans les milieux libertaires ou dans d'autres milieux, afficher des principes antisexistes, c'est bien gentil, mais il faut les matérialiser, quoi. Mais pour les matérialiser, il faut un vrai travail de réflexion là-dessus. Ça peut passer par effectivement lire des livres effectivement de déconstruction de l'identité de dominant. Parce que la déconstruction masculine, c'est pas un truc qu'on pourrait faire parce qu'on a du temps, parce qu'on est un bobo privilégié et tout ça, et qu'on n'a rien d'autre à faire, du coup on se déconstruit et tout. Bah non, quand on se prétend anarchiste et qu'on lutte contre toutes les formes de domination, c'est un travail qu'il faut faire. Sinon on reste un dominant. Et se prétendre anarchiste quand on est un dominant, c'est quand même très problématique. Donc il y a vraiment un vrai travail de remise en cause, de déconstruction intellectuelle, de discussion aussi avec des camarades féministes. Il faut s'intéresser aussi à des brochures anarcha-féministes qui ont été écrites depuis... des brochures, des livres qui ont été écrits depuis 150 ans, il y en a, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, il y en a un paquet, il faudrait peut-être les lire, parce que effectivement, ça peut être une autre manière de déconstruire son identité de dominance et d'arriver à comprendre ce que c'est justement que cette situation de domination qui est vécue par les femmes, et donc ça peut passer par lire des féministes matérialistes, lire des témoignages, etc. Et ce qui est assez normal, puisque si on est par exemple, si on est prolo, qu'on est salarié de base, etc., on veut être reconnu en tant que dominé, même si finalement, et on produit des textes pour dire qu'on est dominé, qu'on est exploité, même si effectivement il y a des bourgeois qui vont considérer que
Bon, chacun fait son travail, et puis après, en fonction de son mérite et de ses diplômes, on reçoit naturellement un salaire différent ou des profits, etc. etc. Et puis après, pour finir là-dessus, et je pense que c'est quelque chose de très important, surtout dans le cadre d'une émission comme la nôtre qui est un peu à la croisée un peu des courants un peu libertaires et des courants marxiens, c'est effectivement la question de cette soi-disant priorité stratégique de l'anticapitalisme qui remet en cause la nécessité d'un combat immédiat contre le patriarcat. Bon, logique, parce que finalement, une partie des anarchistes sont des hommes et du coup, ils n'ont pas forcément envie de se remettre en cause, et qui du coup remet à la limite la question de l'égalité, soit la proclame qu'elle est déjà là de fait, donc d'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait dire une forme d'aveuglement, d'une certaine manière, à des inégalités réelles. On dit elle n'existe pas, un petit peu comme François Hollande qui a voulu supprimer de la Constitution Les races, les races. La référence aux races, ouais. C'est ça. Comme si on supprimait le racisme en disant il n'y a pas de race. Comme si la société française était moins raciste que la société américaine juste parce qu'il n'y avait pas de statistiques ethniques. Bon voilà, évidemment, on sait que c'est une illusion complète quand on voit les violences policières, la discrimination au logement, à l'emploi et tout ça. Et c'est exactement la même chose du coup pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie nécessité de ne pas remettre l'égalité de genre ou même l'abolition des genres, hein, comme le propose Christine Delphi, l'abolition de ces identités de dominants et de dominés qui vont de pair avec toute une série d'oppositions, passifs, actifs, la force, la faiblesse, la douceur, le courage, etc., etc. Toutes des choses qui en fait sont en soi des valeurs qui devraient nous dégoûter quand même en tant qu'anarchistes. Qu'il ne faut pas remettre ça évidemment au lendemain d'une révolution, mais qu'il faut mener peut-être ces révolutions de manière parallèle. Évidemment, c'est des révolutions, la révolution entre guillemets anticapitaliste ou la révolution antiraciste ou la révolution antipatriarcale, qui évidemment arrive sur certains points de tension, par exemple sur la question, ça peut être la question des alliances, la question des priorités, etc., etc. Mais enfin, clairement, il faut arrêter avec un modèle unidimensionnel de la révolution où il y a un courant, où il faut l'unité. Et je pense que les anarchistes devraient particulièrement le comprendre précisément parce qu'ils ont été écrasés tout au long de l'histoire, au nom précisément de cette unité nécessaire de la gauche. C'est-à-dire, si on prend le cas de la révolution espagnole, qui est la plus grande révolution anarchiste, les anarchistes ont précisément été écrasés au nom de la priorité, c'est le combat antifascisme, c'est pas la révolution sociale. Et ben aujourd'hui, quand on entend dire la priorité, c'est le combat anticapitaliste et pas la lutte contre l'inégalité de genre, la domination masculine, ben, il faudrait peut-être qu'on se souvienne effectivement que ceux qui ont écrasé les anarchistes historiquement ont utilisé le même type d'argument de réalisme, de priorité stratégique, etc. Et que, en tant qu'anarchiste, tout ça, ça devrait quand même nous faire bondir. Et puis enfin, je pense qu'il y a un dernier enjeu qui peut expliquer l'anarcho-sexisme, c'est-à-dire le fait que des hommes anarchistes soient totalement réfractaires au féminisme et se complaisent dans leur sexisme. C'est le fait qu'en fait, pour les anarchistes, même si ces luttes peuvent être brutales et très dures, les anarchistes ont souvent l'habitude de lutter contre des ennemis qui sont à l'extérieur de la communauté anarchiste. Donc évidemment, on lutte contre le patron. Généralement, le patron, il n'est pas camarade dans notre groupe d'affinité ou dans notre fédération, dans notre comité. On lutte contre les flics. Bon, les flics qui sont infiltrés, on ne sait pas qu'ils sont infiltrés, donc on ne sait pas que c'est des flics. Mais après, les flics contre qui on lutte, c'est les flics qui sont à l'extérieur de notre communauté. Comme les milieux anarchistes en France et au Québec sont quand même, pour ce que j'en comprends, relativement blancs, par exemple, ben, la question du racisme, c'est quelque chose qui nous interpelle, mais c'est pas rejoué à l'intérieur de notre propre communauté. Mais là, au niveau des hommes et des femmes, ben en fait, il y a des femmes et il y a des féministes dans les réseaux anarchistes. Et donc là, elles amènent la contradiction, elles amènent le conflit à l'intérieur même de nos milieux. Et donc ça, évidemment, c'est embêtant pour les hommes. Et donc, une façon de réagir, c'est de dire, ben, vous êtes des emmerdeuses et vous nous faites perdre notre temps et c'est pas ça la priorité, mais c'est parce qu'elles sont avec nous. Et là, ça, c'est plus compliqué pour les camarades anarchistes, parce que là, c'est pas un face-à-face, c'est dans l'entre-soi qu'il y a ce conflit. Et donc là, ce qui se rejoue, parce que quand même, généralement, je pense que tendanciellement, dans plusieurs organisations anarchistes, les hommes sont quand même majoritaires, ils ont souvent plus d'influence. Ben, c'est ce qu'on appelle en Amérique du Nord le phénomène du boys club, c'est-à-dire le club de mecs, quoi. Et ça a été très très bien documenté dans beaucoup de cas d'agression sexuelle où en fait il y a une coalition autour de l'homme agresseur, de ses camarades de lutte qui sont aussi ses amis souvent, peut-être ses colocs, peut-être des gens avec qui ils sont allés à la fac ou je sais pas, et qui
sont incapables de dénouer ce lien amical, et le lien amical et de camaraderie entre hommes est beaucoup plus fort, en fait, que l'attaque. L'attaque, en fait, c'est une attaque de défense de féministes, par exemple, qui disent, oui, mais lui, c'est un agresseur, il faut le dégager de notre milieu. Et là, il y a comme vraiment une crispation autour de ça. Et ça, c'est vraiment un phénomène typique de Boys Club. Et tu as probablement été témoin de ce genre de dynamique. Mais généralement, c'est les féministes, dont la femme agressée, qui finissent par quitter le milieu, ce qui est quand même un truc de fou. Avec vraiment des procès d'intention. Moi, honnêtement, dans tout le monde, je commence à être vieux, là. J'ai 20-30 ans d'expérience dans les milieux militants. J'ai jamais vu des militants anarchistes mettre en doute des camarades qui disaient qu'ils avaient été brutalisés par la police. Là, il y a personne qui disait, ça doit être une fausse allégation. En fait, t'as inventé ton truc. Peut-être que t'avais trop bu. Donc, en fait, tu t'as trébuché sur la matraque. Puis, en fait, il t'a pas. Ben non. Quand quelqu'un nous dit qu'il a été brutalisé par la police, on le croit d'office. Là, il y a jamais aucun débat ou aucun doute que cette personne-là essaye de manipuler quelque chose. Mais c'est bizarre quand c'est une camarade femme qui est agressée par un camarade homme. C'est bizarre à quel point là il y a tout un processus de mise en doute. Il faut qu'elle amène des preuves, de la présomption d'innocence, de tout un truc qui n'est pas propre aux anarchistes. D'ailleurs, c'est le même type d'argument qu'on retrouve dans tous les autres milieux quand il y a une question d'agression sexuelle. Et là, c'est vraiment le phénomène du boys club. C'est les gars qui s'aiment ensemble et ça, c'est vraiment une logique de solidarité de classe, en fait. Oui, c'est ça, c'est important de dire ça, c'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, alors même que ces mecs anarchistes vont dire non, mais priorité au combat de classe ou à la lutte, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on pourrait leur retourner l'argument, c'est eux qui divisent les luttes en réalité, puisque justement en faisant en sorte que les personnes non blanches et que les femmes et que éventuellement les homos ou éventuellement les trans, enfin ce qui fait quand même un paquet de monde, c'est-à-dire la majorité de l'humanité, ne se sentent pas à l'aise dans ces milieux qui ressemblent quand même, à part peut-être sur la question de la classe, finalement pas mal au groupe dominant de la société. Donc c'est quand même qui questionne un petit peu quand même dans la question quand on est dans un milieu anarchiste, le fait qu'il peut y avoir que des personnes qui appartiennent au groupe dominant de la société qui fassent partie de ces groupes, ça questionne. Et d'une certaine manière, ce sont effectivement ces hommes anarchistes blancs, etc., qui divisent les luttes tout simplement en refusant de prendre en considération ces dominations, en refusant d'exclure les personnes qui ont commis des actes de violence, que ce soit des actes homophobes, des actes sexistes, des actes racistes, etc., etc. Pour le coup, il y en a, il n'y a pas besoin de les chercher bien loin. Ça contribue à une division. Et après, ces mêmes hommes anarchistes vont aller parler, vont aller pleurer sur l'émiettement des luttes, sur les questions d'identité qui reviennent et tout ça. Mais si on regarde bien la trajectoire de la plupart des féministes, et même les féministes historiques des années 70, à la base, elles viennent toutes du combat anticapitaliste. Absolument. Ou elles viennent toutes du combat anarchiste. Christine Delphi, ou des anarchas féministes, Emma Goldman et tout ça, on en parlera peut-être. Aux États-Unis, c'est la même chose. Voilà. Et en fait, elles se sont retrouvées en non-mixité parce qu'elles ont été dégoûtées de ce qu'elles ont vécu en mixité dans les réseaux d'extrême gauche, contre la guerre du Vietnam, les milieux anticapitalistes et ce qu'on appelait le mouvement de la jeunesse à l'époque. Et en fait, la non-mixité, elle est pas pour ces féministes-là en amont, mais elle est en aval, après une expérience dans les milieux mixtes, où elles ont été dégoûtées, elles ont été agressées, elles ont été ignorées, elles ont été méprisées, etc. Et de là, en fait, elles sortent de ces milieux-là. Elles vont pas très loin, hein. Ils continuent à avoir des alliances et des coalitions et tout ça. Là, c'est pas du séparatisme. Ça pourrait être légitime d'avoir le séparatisme, mais c'est même pas ça qu'elles font. Elles s'en vont en mixité à cause de leur expérience. Et elles le disent. Aux États-Unis, c'est très très clair. En France, c'est très très clair. Absolument. Et donc, comme tu dis, c'est vraiment les hommes dans leur backlash et dans leur incapacité ou dans leur refus, en fait, de prendre en considération les enjeux femmes et en plus en agressant ces femmes de diverses manières qui ont eu pour effet de fragmenter la lutte, tout à fait. Oui, et c'est un vrai problème parce que du coup, aujourd'hui, ces dynamiques se rejouent à l'infini. Dans les années 70, il s'est passé la même question, c'est-à-dire une espèce de fragmentation progressive. On a l'impression que c'est une fragmentation progressive, c'est parce que tout le monde commence à s'intéresser à sa petite identité et tout ça. On était dans le grand mouvement de mai 68, et puis après, il y a le Front homosexuel d'action révolutionnaire, les MLF, ça commence à partir, et puis après, boum, ça s'émiette et ça finit à
réduit en cendres. Mais en vrai, c'est parce que ces questions-là, elles n'ont pas été traitées, et que le milieu des années 60, les anarchistes et les autres des années 70 étaient majoritairement des milieux très sexistes et tout ça, et ça vaut d'ailleurs pour tous les milieux pro-situationnistes, les milieux marxistes, etc., etc. On rejoue encore une fois la même tragédie, hein, pour reprendre l'idée de Marx. L'histoire, là, pour le coup, se répète, pas comme une farce, hein, malheureusement, c'est tragique pour le coup, mais ça se rejoue, et on a encore, on va encore aller pleurer sur le fait que les luttes s'émiettent, il n'y a plus des grands mouvements, les gens préfèrent se consacrer au combat antiraciste, au combat féministe et tout ça, mais c'est parce que ces questions-là ne sont pas prises en compte. De toute façon, je pense que c'est bien qu'elles soient prises en compte aussi de manière très spécifique et tout ça dans des groupes, absolument. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout prises en compte, ou pas suffisamment. Il y a des organisations anarchistes qui l'ont un peu plus prise en compte. En France, la CGA l'a plus prise en compte que d'autres organisations, etc., etc. Mais il y a quand même effectivement un problème, et qui va faire que, on pourrait dire que c'est la même chose d'ailleurs sur la question de l'antiracisme, où là c'est limite encore un peu plus crispé, encore plus crispé que sur la question des femmes en France. Mais il y a vraiment un problème, et après et systématiquement de par ce déni de se remettre en cause en tant que dominant, on va utiliser des arguments finalement qui sont, et tu le dis bien dans ton article, qui sont finalement des arguments qui sont principalement des rationalisations, mais qui sont des arguments qui sont utilisés par tout le monde. La critique de la non-mixité, c'est utilisé par l'extrême droite aussi, en disant c'est une forme de séparatisme, c'est du sexisme anti-homme et tout ça. Alors là, par contre, ça pose pas de problème d'utiliser les mêmes arguments que l'extrême droite, que l'Union européenne soit contre les discriminations. Et en vrai, est-ce que l'Union européenne et Macron sont vraiment contre les discriminations? Oui, voilà, c'est ça. Et donc ça, évidemment, c'est une espèce d'alibi, hein, évidemment, c'est comme quand on parle de l'antiracisme, on brandit l'épouvantail du parti des indigènes de la République, comme si tout l'antiracisme se résumait à un truc effectivement assez essentialiste et identitaire, pour, encore une fois, refuser de prendre en considération ce genre de questions. Et évidemment, tout ça, ça nuit aux mouvements sociaux. Ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à rentrer dans les mouvements dans les milieux anarchistes, et qui sortent cassées des milieux anarchistes, sauf dans les quelques groupes qu'elles arrivent à constituer, où là elles sont en majorité et tout ça. Bon, moi je pense par exemple à la CGA de Montpellier, où là effectivement il y a plus une relative majorité de femmes, effectivement le féminisme est hyper ancré dedans et tout ça. Mais il y a beaucoup de groupes où là pour le coup ça va pas le faire, il va y avoir une majorité masculine, et il va y avoir des mécanismes effectivement une agression d'une femme par un camarade anarchiste, effectivement une forme de solidarité masculine. On voit bien que ces mécanismes se répètent, et qu'il y a une urgence aujourd'hui à avoir un anarchisme pro-féministe, et à ce qu'il y ait une réflexion individuelle et collective, notamment des mecs, des femmes aussi, mais ça se passe peut-être par d'autres voies, mais des mecs anarchistes. Il y a un vrai travail individuel et collectif à faire sur soi, pour arrêter de reproduire une situation de domination qui est évidente, qui est, quand on parle d'agression sexuelle, d'inégalité des tâches ménagères, on coupe la parole, d'insultes sexistes, on peut faire une liste très longue. Oui, évidemment qu'il y a une domination masculine dans les milieux anarchistes, et évidemment qu'il faut la combattre. Sinon, on se proclame anarcho masculiniste, ou alors on va, je veux pas être méchant, mais on va traîner du côté du cercle Proudhon, on va aller faire des discussions avec Michel Onfray et Alain de Benoist, où là pour le coup eux aussi se réclament de Proudhon, et aussi du Proudhon antisémite et misogyne. Bon, puisqu'on a envie de se réclamer de celui-là, ça on en parlera plus dans la deuxième partie de l'émission. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, et surtout de la part de gens qui prétendent vouloir se distinguer de l'extrême droite, alors que le féminisme c'est libéral, la non-mixité, c'est du sexisme anti-homme et tout ça. C'est un discours qui est un discours qui aujourd'hui, qui en parle le plus à un niveau médiatique, c'est Zemmour, Alain Soral, Alain de Benoist. Bon, voilà, il y a un problème quand on ressort ces mêmes arguments, et je pense que ça devrait quand même un peu questionner, quoi. Sur la non-mixité, il y a dans le documentaire Ouvrir la voie d'Amandine Gay, qui est un documentaire qui a fait pas mal parler de lui, qui est un documentaire où Amandine Gay, la réalisatrice, qui est
une femme noire française, en fait, donne la parole à des femmes noires qui parlent de leur expérience de femmes noires en France. Il y en a qui sont nées en France, il y en a qui sont nées à l'extérieur de la France. Il y a un passage où, en fait, plusieurs de ces femmes noires disent ah, c'est bizarre, quand des noirs sont ensemble, c'est communautaire et c'est la non-mixité. Mais des blancs qui s'organisent ensemble ou qui même font la fête ensemble ou vivent ensemble, on pense jamais que c'est communautaire et que c'est de la non-mixité. Or, les blancs se retrouvent souvent ensemble en amitié pour des bouffes, en couple, dans leurs activités militantes. C'est souvent juste des blancs, mais là on ne dit pas que c'est communautaire. Donc ça, c'est Peggy McIntosh, entre autres, qui a travaillé vraiment sur la question du privilège blanc. Elle dit, ben justement, ça c'est une forme de privilège, c'est que nous, on se voit pas dans des dynamiques communautaires, dans l'entre-soi, entre blancs, dans la non-mixité. La non-mixité, c'est toujours les autres. Et donc, une pratique qui relève de l'hygiène mentale et politique, que moi j'aime bien faire, en fait, c'est que quand je suis dans des assemblées ou dans des réunions militantes, souvent, en fait, sur un bout de papier, je note les prises de parole hommes, les prises de parole femmes. Et moi, je prends la parole aussi. Hein, et puis d'ailleurs, je suis quelqu'un qui prend probablement trop la parole d'ailleurs. Mais et donc, c'est presque tout le temps. Et là, je parle des réunions militantes de gauche, extrême gauche, anticapitalistes, etc. Et donc, c'est presque tout le temps, évidemment, les hommes qui parlent plus que les femmes. Après ça, on pourrait même calculer le temps. Tu l'as mentionné tout à l'heure, le temps. Après ça, on pourrait évidemment calculer aussi quel type de prise de parole. Est-ce que c'est un point d'information? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une affirmation, une proposition stratégique, etc. Et puis aussi sur les réactions critiques envers la non-mixité ou ce qu'on appelle les quotas. C'est intéressant de regarder aussi dans des événements à quel moment, en fait, sur le panel, par exemple, d'intervention, il y a que des hommes, mais que c'est pas pensé comme ça, hein, mais il y a que des hommes, il y a 3-4 hommes qui interviennent sur tel sujet, je sais pas, la lutte antinucléaire ou ceci, cela, et combien il y a de femmes, et à quel moment il y a juste des femmes, et à quel moment il y a juste des femmes quand le sujet, en plus, n'est pas les femmes ou le féminisme. Et donc là, on réalise qu'en fait, les hommes, on a tellement souvent la parole, que ce soit individuel dans une assemblée ou que ce soit sous forme de panel, et qu'il y a tellement d'occasions où il n'y a presque pas de femmes qui parlent ou pas de femmes qui parlent, mais on n'est pas en train de se dire « Ah ouais, c'est dégueulasse, c'est de la non-mixité, etc. etc. » Et quand les femmes disent « Oui, mais nous, on aimerait quand même aussi qu'on réfléchisse à ça, donc est-ce qu'on pourrait avoir une réflexion sur les alternances de tours de parole ou une parité sur les panels ?» Ben là, on va leur reprocher d'avoir une approche identitaire ou communautaire, ou etc. Mais, si on veut quand même surmonter le moral un peu, parce que bon, tout ça c'est déprimant, quand même, il ne faut pas oublier que du côté de l'anarchisme contemporain, il y a quand même, évidemment, il y a quand même un travail pro-féministe radical qui émerge en fait des réseaux anards. Et très souvent, en fait, quand il y a du pro-féministe radical, quand on tombe sur une brochure ou un texte ou des propos, ben en fait, ça vient du milieu anarchiste. Et donc, évidemment, il y a des cas plus célèbres que d'autres. Léo Tire-Vidal, c'en est un, évidemment, qui venait des réseaux anarchistes. Il y a des collectifs comme le collectif anti-masculiniste Île-de-France ou le collectif Stop Masculiniste de Grenoble. Pour ce que j'en comprends, ils devraient s'identifier par eux-mêmes et elles-mêmes, c'est des comités mixtes, mais ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, ils sont très, très, très proches des milieux anarchistes, autonomes. Dans les milieux queer, radicaux, anticapitalistes, où souvent les personnes, en fait, ou les femmes se considèrent à la fois anarchistes et queer radicales ou féministes radicales, etc. Ou en tout cas, c'est très perméable, on les retrouve dans les mêmes réseaux. Pour ce que j'en comprends, parmi les personnes qui ont travaillé à la traduction de John Stoltenberg, là, le livre dont tu parlais tout à l'heure, Refuser d'être un homme, on est plutôt dans les réseaux anarchistes aussi. Donc, en fait, l'anarchisme est aussi sympathique ou en tout cas aussi un espace intellectuel d'analyse, de lutte, etc., qui est aussi favorable à un féministe radical ou à un pro-féministe radical. Donc, tout n'est pas complètement pas noir, parce que c'est une bonne couleur, mais en tout cas, tout n'est pas sombre. Oui, et ça c'est effectivement important de le préciser, c'est-à-dire que d'une certaine manière on pourrait dire que l'anarchisme, comme n'importe quel milieu militant, est en fait d'une certaine manière le reflet du représentatif de la socialisation de la société actuelle, qui est une société patriarcale de domination masculine. Et donc, effectivement, on va y retrouver, comme dans les autres groupes militants,
effectivement une majorité d'hommes blancs qui vont avoir plutôt tendance à défendre leurs privilèges, etc., etc. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas que des réflexions féministes émergent, que même des hommes deviennent pro-féministes. On peut dire que, d'une certaine manière, cette émission aussi le produit effectivement de cette logique. Et dans cette logique-là. Et le chemin, évidemment, on peut arriver à ça dans l'anarchisme de manière relativement logique. À partir du moment où on se dit qu'il faut être contre toutes les formes de domination et de pouvoir, être contre la domination masculine et le patriarcat, finalement, ça coule sous le sens. Voilà, et on pourrait même dire qu'il y a d'autres milieux. Je sais pas moi, quand on est situationniste ou quand on est marxiste, anti-autoritaire, logiquement, ce genre de réflexion devrait aussi s'imposer de lui-même. Et donc, c'est clair que il y a malgré tout, effectivement, comme tu le rappelles, des dynamiques qui existent aujourd'hui, de plus en plus, malgré tout, même s'ils ne sont pas très nombreux, d'hommes pro-féministes qui existent dans les milieux anarchistes ou dans les milieux proches de l'anarchisme. Et tout ça à la faveur quand même de ce qu'il faut dire, une forme de renouveau quand même des mouvements féministes et pro-féministes aussi au cours des dernières années, qui paraît être porteur de dynamiques assez intéressantes. Et on verra que dans la deuxième partie de cette émission, que le milieu anarchiste a été le théâtre à la fois de cet anarcho-sexisme contemporain, dont finalement il n'est que l'héritier, depuis Pierre-Joseph Proudhon, et puis une certaine forme d'ouvriérisme viril, et d'autre part, en même temps que c'est bien dans le milieu anarchiste ou dans les milieux anti-autoritaires qu'ont émergé des réflexions féministes très intéressantes, et même des formes de réflexion pro-féministes intéressantes. Et donc finalement finalement l'anarchisme est à la fois, et il ne faut pas se le cacher, lui aussi porteur de sexisme, etc., lorsque finalement il est en contradiction avec ses propres valeurs et principes un peu abstraits sur la négation de toute forme de domination et de pouvoir, mais en même temps, il porte aussi, d'une certaine manière, si on prend ces principes au pied de la lettre, porteur effectivement d'une réflexion et de pratique qui mène, disons, à l'abolition du patriarcat, de la domination de genre, de la domination masculine, et même, on pourrait aller dire, jusqu'aux identités qui ont été formées par ces dominations, c'est-à-dire la masculinité et la féminité, avec tout ce qu'ils ont d'aliénant, il faut bien le reconnaître, dans un cas comme dans l'autre, même si, dans un cas, c'est non seulement aliénant, mais en plus, c'est opprimant. Voilà. Mais enfin, en tout cas, c'était important de montrer effectivement toute cette complexité, toute cette ambivalence finalement de l'anarchisme au niveau des pratiques et de la pensée dans cette première partie d'émission. Et après une pause musicale, on va passer sur une partie plus historique, montrer comment est-ce que finalement, évidemment on n'est pas simplement juste les héritiers aujourd'hui de l'histoire de l'anarchisme et de ces contradictions entre un pan plus féministe et pro-féministe et un pan plus masculiniste et sexiste, mais malgré tout que c'est intéressant de relire l'histoire de l'anarchisme à l'aune de cette question, puisque trop souvent, et on pourrait prendre l'exemple d'un documentaire qui a fait date sur Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, qui est un documentaire effectivement très intéressant, qui a permis de populariser énormément l'anarchisme, mais où cette question reste quand même globalement absente, et très souvent, dans les grandes histoires de l'anarchisme, qui sont souvent d'ailleurs écrites par des hommes, d'ailleurs la majorité du temps qui sont blancs, ces questions-là passent quand même relativement à la trappe, ou sont l'objet d'une sous-partie, où on évacue ça assez vite. Alors que, par exemple, toi, tu le mets bien dans ton article « Hommes anarchistes face au féminisme », le fait que Proudhon soit quelqu'un de misogyne, puis en plus antisémite, c'est quand même quelque chose de fondamental, et il faut le dire, et il y a une nécessité de se replonger dans l'histoire de l'anarchisme, aussi à travers ce prisme. Voilà, du coup, on va passer une pause musicale. La misogynie, c'est intéressant. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, il faut être misogyne. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir mettre les femmes à leur place, justement, sur un trône, ça, les adorer. Mais quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles nous foutent la paix.
La femme, c'est la plus grande artiste parce qu'elle fait un objet extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femme vraiment artiste. Pourquoi? Parce que le génie de la femme, c'est faire, c'est extraordinaire. En fait, des fois, je me dis, je veux faire un enfant, il va sortir de moi. C'est extraordinaire. Je comprends pas les femmes qui n'ont pas le sens maternel. Cette espèce de trucs qui se font. Hein? C'est une chose énorme, ça. Non? Ben, qu'elles en restent là, vous comprenez? Et que tout ne l'emmerde pas, l'artiste. S'emmerde. Vous comprenez? Les femmes. Je hais certains types de femmes. En tous les cas, les femmes cultivées. De toute façon, il ne rentre plus chez moi. Pas de femmes cultivées. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. C'est à tout prix. Vous comprenez? Je dis pas ça en mauvaise part. Dieu sait si j'aime la femme, je l'admire. La femme, c'est la mère. Voilà. Léo Ferré, interview sur Paris Première. Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à l'anarcho-sexisme et l'anarcho-pro-féminisme. Et nous avons parlé dans une première partie de cette émission de l'anarcho-sexisme contemporain, dans ses pratiques, dans ses discours. On a tenté de l'expliquer, de développer un contre-discours par rapport à lui, et en finissant sur quand même des notes d'espoir, sur le fait que malgré tout, il y avait des pratiques et des discours féministes et pro-féministes qui émergeaient des milieux anarchistes aujourd'hui. On espère que on peut y participer à travers cette émission à cette contre-attaque par rapport à l'anarcho-sexisme. Et dans cette deuxième partie d'émission, on voulait revenir un petit peu sur l'histoire de l'anarchisme qui, comme théorie et pratique de contestation de la domination et des pouvoirs, a malgré tout reconduit la domination masculine dans ses discours ou dans ses pratiques, et en même temps a été aussi le théâtre de développement féministe et pro-féministe assez intéressant. Et donc on va revenir dans cette deuxième partie là-dessus en repartant sans doute de celui qui est à la fois considéré comme le fondateur de l'anarchisme et qui est en même temps le fondateur de ce que notre invité Francis Dupuy-Derry a appelé précisément l'anarcho-sexisme. Et donc ce serait intéressant justement de revenir un peu sur cette figure de Proudhon qui, en plus, n'a pas forcément développé la meilleure critique du capitalisme, ça fait l'objet d'autres émissions, et qui en plus a développé une forme d'antisémitisme assez poussée dans certains de ses écrits. Outre le fait que c'est pas nécessairement la vision de l'anticapitalisme la plus pertinente, c'est en plus une catastrophe du point de vue de l'émancipation vis-à-vis du patriarcat, et de l'abolition de la domination de genre, de la domination masculine. Donc on peut revenir un peu sur cette figure de Proudhon. Tout à fait. Donc Proudhon, il est extrêmement problématique. Proudhon, en fait, il faut le dire, là, c'est pas un détail dans son œuvre. Et c'est assez troublant quand on a entre les mains des ouvrages de synthèse de la pensée de Proudhon il y en a même qui en fait n'évoquent pas du tout ces passages, et il y en a qui les réduisent à une note en bas de page ou en fait une vague référence en passant en disant bon oui, Proudhon par ailleurs était aussi misogyne. Non, c'est pas par ailleurs il était aussi misogyne, c'est des centaines et des centaines et des centaines de pages, probablement facilement 600-700 pages dans son œuvre, entre autres dans... de la justice dans la Révolution et dans l'Église. Exactement, donc ça, on a un bon 400-500 pages dans cet ouvrage seulement, où il essaie de démontrer à la fois l'infériorité intellectuelle, l'infériorité physique et l'infériorité morale des femmes, donc c'est pas rien. Et en plus, il a des passages dans ces 500-600 pages où il explique clairement qu'en fait, il fait tout ça pour répondre aux féministes de son époque. Donc, il n'est pas seulement en train d'affirmer la supériorité mâle sur les femmes et l'infériorité des femmes, mais il dit en plus, je fais ça parce qu'il y a des femmes qui prônent l'égalité entre les sexes et je suis contre l'égalité entre les sexes.
Donc là, on n'est pas dans un détail de son truc. Et puis après ça, il y a une œuvre écrite, publiée à titre posthume, qui est La pornocratie, où il en remet une couche de 250 pages. Et ce qu'il écrit est complètement épouvantable, d'une misogynie crasse, et qui aboutit d'ailleurs à des considérations économiques et politiques très précises si on veut penser l'anarchisme à partir de Proudhon. C'est-à-dire que clairement, pour Proudhon, il doit y avoir une division sexuelle du travail très claire. Les femmes, c'est à l'intérieur et dans le privé, les hommes, c'est dans le public. Donc déjà, ça, d'un point de vue anarchiste, c'est ridicule. Et dans la pornocratie, entre autres, il le dit très clairement, il dit, les femmes, elles n'ont rien à voir dans l'Assemblée du peuple, dans l'Assemblée populaire, parce qu'on ne va pas commencer à avoir des femmes qui, par exemple, prennent des positions différentes de leurs conjoints dans une assemblée, parce que ça ouvre la voie à la bisbille dans le couple et dans la famille. Et il dit clairement, c'est écrit noir sur blanc, dans une famille, il faut un chef, et le chef de la famille, c'est l'homme, etc. Donc là, c'est évidemment, d'un point de vue anarchiste, c'est quand même totalement scandaleux. Et donc, après ça, que des anarchistes s'inspirent de Proudhon, mais surtout discartent cette question comme si c'était un détail, comme si le type, bon, il avait fait commis une petite erreur, c'est extrêmement problématique. C'est assez marrant parce que finalement, Proudhon, qui est pensé comme un peu une personnalité centrale de l'athéisme et de la critique du christianisme, finalement, là-dessus, on pourrait presque dire que c'est une forme de christianisme sécularisé. Il reprend l'idée, finalement, que l'idée chrétienne, catholique, de la supériorité des hommes. Et c'est là, effectivement, où on peut quand même un peu rigoler quand même de voir cette espèce de penseur central de l'athéisme qui finalement reprend des arguments qui, in texto, sont quasiment ceux de l'Église catholique sur les femmes, l'infériorité, etc., etc. Et d'ailleurs, dans ton texte Hommes anarchistes face au féminisme, paru dans Réfraction, tu cites quand même une phrase de Proudhon dans De la pornocratie: mieux vaut une femme estropiée à la maison qu'une coquette ingambe à la promenade. Donc on voit quand même que Proudhon, d'une certaine manière, justifie des pratiques de violence face aux femmes qui oseraient, d'une certaine manière, se défaire du patriarcat. Tout à fait. Et donc, il est intervenu dans une revue dont malheureusement j'oublie le titre en ce moment, vers le milieu du 19e siècle, parce qu'il a été pris à partie. Donc, Jenny Déricourt, entre autres, et d'autres, Juliette Adam et tout, donc des femmes ont écrit contre Proudhon et contre d'autres hommes, d'ailleurs Michelet et d'autres, sexistes, etc. Et lui est entré dans un débat, en fait, article contre article, et il a dans sa façon de débattre, contre Jenny Déricourt, par exemple, outre qu'il la méprise dans le débat en disant que ses contre-arguments sont absolument insignifiants parce qu'elle n'a rien compris à la grande théorie du grand Proudhon. En plus, il dit à Jenny Déricourt, à peu près textuellement, il dit « Il faut que vous arrêtiez de débattre avec moi parce que c'est un déshonneur pour moi de débattre avec une femme. C'est un peu comme un duel, quoi. Et vous devriez vous trouver un parrain qui débattrait avec moi, vous voyez. Moi, je ne débat pas avec les femmes. J'ai besoin de débattre avec un homme. De la question des femmes, évidemment. Et donc, non, et bon, après ça, il y a des anarchistes quand même qui l'ont contredit, comme De Jacques, qui le traite de vieux porc et vieux sanglier, et tout ça sur cette question, et qui lui disent tu n'es pas un anarchiste quand tu réfléchis sur les rapports entre les sexes, et on pourrait vraiment voir dans ta façon de penser les rapports entre les sexes, les rapports entre les hommes et les femmes, vraiment un rapport d'aristocrate ou de bourgeois mâle face aux femmes, c'est clair. Et donc après ça, ce qui est aussi problématique, c'est que dans l'héritage de Proudhon, évidemment, ces passages sulfureux, on ne les a pas lus, mais on en a entendu parler, donc il faut bien essayer de les gérer d'une manière ou d'une autre. Et donc, moi, j'ai fait un travail dans un texte qui n'est pas encore paru, mais qui éventuellement sera publié, où j'ai vraiment analysé comment les interprètes de Proudhon neutralisent, en fait, comme du matériel radioactif, ces passages. Donc, il y a différentes stratégies. La stratégie la plus simple, évidemment, c'est de ne pas en parler, tout simplement. Donc, on vient de régler le problème. La deuxième stratégie, c'est de dire, oui, on a entendu qu'il était misogyne, mais c'est quelque chose d'insignifiant ou de non significatif dans sa pensée. Donc, du coup, on n'en parlera pas. Une troisième façon de régler le problème, c'est de dire tout le monde fait des erreurs. Une quatrième façon de régler le problème, c'est de dire c'était de son époque. C'est quand même bizarre pour des anarchistes qui font de l'interprétation de l'histoire anarchiste, puisqu'on sait bien que les anarchistes au 19e siècle, ils étaient de leur époque ou pas de leur époque, on n'en sait rien, mais en tout cas,
on valorise le génie de Proudhon pour avoir pensé avant son époque ou au-dessus de son époque, mais sur la question du sexisme, on dit ah ben non, ben c'est pas grave, parce qu'en fait Proudhon ne faisait que reprendre des propos de son époque. Ce qui évidemment est faux, puisqu'en fait 10 ou 15 ou 20 ans avant, il y avait ceux qu'on a appelés les socialistes utopistes qui étaient en fait extrêmement pointus sur la question des femmes, et des gens comme Charles Fourier ont écrit des textes qui sont vraiment très forts au niveau de l'égalité entre les sexes, même si c'est les féministes qui ont quand même critiqué, mais quand même on est dans des préoccupations là. Qui sont, en tout cas, c'est largement mieux que Proudhon, quoi. Ben, c'est vraiment largement. Ben, en fait, il y a au moins le principe de l'égalité entre les sexes, chez les Saint-Simoniens aussi, etc. Donc là, on peut pas dire que. Et Proudhon les connaissait. Marx les connaissait aussi. Alors Proudhon les a vraiment combattus explicitement, quoi. C'est-à-dire qu'il est finalement, il est même pas arrivé au point des autres, enfin disons de ce qui était un peu, on va dire, le sexisme moyen, on va dire, de la gauche. Il était au-delà de ça. Ben en fait, c'est un acteur sexiste et antiféministe important. Il ne faisait pas que reprendre des clichés de son époque. Il était un acteur dans la lutte contre le féminisme. Et donc, quand on dit non, il ne faisait que reprendre quelques clichés ou de son époque. Non. À son époque, il y avait des auteurs féministes. Il les avait lus et il les contredisait, il les attaquait. Donc, dans une époque où on cherche et on trouve... C'est pas un problème de prise de conscience, quoi. C'est pas un problème de prise de conscience. Il les avait lus, comme Rousseau d'ailleurs. Si on lit bien attentivement Sophie et l'éducation de Rousseau, dans le chapitre, il y a des passages, il y a 2-3 passages où il dit il y a des gens en ce moment qui demandent l'égalité des sexes dans l'éducation et moi je suis contre ça. Donc, ils savent à qui ils s'adressent. Et puis enfin... Bref, il y a toute une série de stratégies pour minimiser le sexisme de Proudhon, qui en fait sont différentes façons de sauver la réputation de Proudhon et surtout de ne pas réfléchir au fait qu'il disait ça. Mais quand on cherche un peu, premièrement, il faut aller lire ce qu'il a écrit, c'est quand même incroyable. Et après ça, on continue à chercher. Et là, on trouve des trucs à la limite encore pires. Et on comprend bien pourquoi finalement il écrit ça. Et ça revient à la première partie de l'émission pour les personnes qui l'ont écouté de l'anarcho-sexisme. C'est-à-dire qu'il y a les hommes anarchistes, nous avons des intérêts matériels concrets à ce qu'il y ait une division sexuelle du travail, à ce qu'il y ait des femmes qui nous servent et à avoir des privilèges masculins. C'est pas simplement une question d'abstraite, là, c'est qu'on a des avantages concrets à être des hommes dans la société contemporaine, y compris dans le milieu anarchiste. Et Proudhon, il le dit dans ses lettres à son frère, dans des carnets, dans des lettres personnelles, quand il se marie, par exemple. Je cite de mémoire, mais il dit des trucs incroyables. Il dit, moi, je prends une femme pour qu'elle fasse ma soupe, pour qu'elle me masse le soir les pieds, pour qu'elle me fasse des enfants. Elle va remplacer ma mère, etc. Elle ne lira pas je prends une femme qui ne lira pas mes textes et qui ne me prendra pas la tête avec des théories. Il le dit explicitement. Il prend une femme comme une ménagère, mère d'enfants. Et il a une lettre qu'il écrit à son frère parce que son épouse est tombée malade 3 jours et donc il a dû s'occuper de la maisonnée. Il est découragé, il a perdu 3 jours de travail, il a tellement hâte qu'elle aille mieux, etc. Donc c'est un patriarche de base, là, totalement assumé et totalement conscient des avantages matériels d'avoir une femme épouse. Et là, on est au 19e siècle. Là, il est encadré par le droit français de la famille, etc. Là. Et donc, quand il écrit, Jenny Déricourt et tout lui disent... T'as beau te dire anarchiste, en fait, tu es en train de prendre la parole au nom et dans les intérêts de tous les hommes, qu'ils soient monarchistes, républicains, conservateurs ou modérés, socialistes ou anarchistes. Ce que tu écris sur l'infériorité des femmes physiques, morales et intellectuelles, sur le fait que les hommes doivent être chefs de famille, tu es un propagandiste du patriarcat, en fait. Oui, effectivement, c'est intéressant. Et là, ça nous renvoie aussi aux travaux de Léo Thiers-Vidal, qui a bien montré... dans son livre que les hommes ont aussi conscience de certains avantages matériels de leur position d'homme et que du coup ils vont pas la remettre en cause. Et effectivement, on peut se dire que finalement c'est assez logique de défendre ses privilèges, etc., etc. Mais quand on se veut anarchiste ou révolutionnaire ou quelqu'un qui est plus généralement, disons, est en faveur de l'émancipation sociale, c'est quand même un peu gros, effectivement, d'en rester à des considérations aussi basses. Voilà, et effectivement, on voit bien que, d'une certaine manière, Proudhon, loin d'être simplement, d'une certaine manière, bien sûr que d'une certaine manière, il est le reflet de son époque, mais il en est le défenseur.
C'est ça qui est pire. C'est Exactement. que, d'une certaine manière, on pourrait dire que Marx est le reflet de son époque sur cette question. La question des femmes est pas très présente. Il en parle un petit peu dans les manuscrits de 1844, etc., etc. C'est plus Engels à la limite qui va un peu plus théoriser. Mais là, effectivement, on voit que on pourrait dire que d'une certaine manière, Proudhon s'est fait le défenseur du patriarcat du 19e siècle, qui est en plus un patriarcat abominable, le patriarcat du Code civil napoléonien, qui fait des femmes mariées des mineurs civils. Après Marx, on pourrait dire d'une certaine façon, lui est le reflet de son époque, ni plus ni moins, parce qu'il est déjà quand même pas terrible. Hein. Pour le coup, on peut pas le créditer d'avoir fait grand chose là-dessus. Non. Et puis après, on peut dire qu'à la limite, Engels, lui pour le coup, était allé un petit peu au-delà de son époque quand même sur cette question. Enfin, on voit bien qu'il y a effectivement un problème central. Et le pire, le Proudhon dans tout ça n'est pas simplement quelqu'un qu'on peut condamner aujourd'hui intellectuellement, mais quelqu'un qui a exercé une profonde influence sur le mouvement ouvrier français et qui a y compris dans son antiféminisme. Dans son antiféminisme, exactement. Oui, pas juste dans sa pensée économique ou mutualiste ou tout ça là. C'est ça, voilà, il a exercé une profonde influence sur les artisans français et au niveau de l'antiféminisme, ce qui fait que beaucoup d'ouvriers se réclamant de Proudhon vont par exemple combattre le travail des femmes. Bon, évidemment, le travail dans la société capitaliste. Les femmes dans les syndicats, etc. Oui. C'est ça. Alors, bon, évidemment, on pourrait se dire, oui, l'entrée. Aujourd'hui, on entend encore ce genre d'argument. Oui, bah, le travail, de toute façon, c'est aliénant. De toute façon, et bien sûr, dans cette émission, on fait une critique du travail. Mais pourquoi est-ce que, dans le temps qu'on est dans la société capitaliste, pourquoi est-ce que les femmes ne devraient pas aller travailler et que les hommes, eux, ils seraient contraints, mais les femmes pourraient faire autrement? Alors que, d'une certaine manière, en disant ça, déjà, dans la société capitaliste, d'une certaine manière, il vaut mieux quand même avoir un peu d'argent que de ne pas en avoir, premièrement. Deuxièmement, ça permet quand même d'être indépendant économiquement. On n'est jamais indépendant économiquement vis-à-vis du capital, mais au moins d'être indépendant économiquement vis-à-vis d'une autre personne, ça peut être quand même déjà une forme d'oppression en moins. Et du coup... De toute façon, j'ai pas vu quand même beaucoup d'anarchistes se mobiliser contre le droit des hommes de travailler. Oui, c'est ça. Pour un salaire. Donc après ça, il y a des anarchistes qui disent je ne veux pas travailler. Il y a des anarchistes qui se débrouillent pour ne pas travailler pour un salaire. Donc ça, c'est tant mieux pour eux et félicitations. Mais j'ai rarement vu des syndicats anarchistes qui se mettent en grève pour interdire aux hommes de toucher un salaire. Ça, moi, j'ai pas d'exemple historique, mais on a des exemples historiques contre les femmes. Oui, et là, on voit bien que, effectivement, encore une fois, la critique du travail ou de l'industrie ou de l'exploitation capitaliste est invoquée, mais comme une pure rationalisation d'intérêts matériels qui sont loin. C'est pas du tout une posture anticapitaliste, c'est une pseudo-posture anticapitaliste qui, en réalité, sert à justifier le maintien des femmes dans la dépendance économique des hommes, le fait que, du coup, comme dans la société actuelle, la socialisation passe par le travail, ça condamne les femmes à être désocialisées, recluses dans l'espace domestique et tout ça. Et clairement, Proudhon est le théoricien de ces pratiques-là qui vont perdurer jusque le début du XXe siècle en France, où il y a encore des syndicats où les anarchistes ont quand même une certaine influence, comme le syndicat par exemple des typographes ou le syndicat du livre, où les femmes vont être exclues du syndicat. Parce que là, c'est encore pire, c'est exclu du droit, d'une certaine manière, d'avoir un emploi, puisque là, pour le coup, les deux allaient de pair, mais plus généralement aussi exclu du droit de se défendre face au patronat de manière en tant que femme, quoi. Donc là, on voit quand même qu'il y a un problème énorme là-dessus. Et à la limite, quand des pratiques sexistes sont dénoncées, c'est uniquement quand, effectivement, il y a le viol par un contremaître. Mais si c'est un autre ouvrier qui viole, là, il n'y a pas de souci, quoi. Donc après ça, on va débattre, savoir est-ce qu'il faut... Oui, mais ça veut dire qu'il ne faudrait pas lire Proudhon à cause de ça, ce qui est scandaleux, etc. Il faut lire Proudhon, etc. Et donc, moi, je pense que l'important de se plonger dans ces 500-600 pages, si on veut lire Proudhon, si on veut comprendre Proudhon, l'importance de se plonger dans ces 500-600 pages, comme si on veut comprendre Rousseau, l'importance d'aller lire ce qu'il a écrit sur l'éducation des femmes, par exemple. C'est justement que ça a une valeur contemporaine, pour faire un lien avec la première partie de l'émission, parce que là, on a un cas clair d'un anarchiste sexiste, et donc, ça nous permet de comprendre qu'effectivement, les anarchistes peuvent être sexistes. Proudhon en est un exemple. On a 500 pages, 600 pages de texte. On a des lettres personnelles où il explique son rapport avec les femmes et avec sa conjointe, etc. Et donc, ça nous permet de voir que, pour certains anarchistes, l'anarchie, c'est cool, c'est bien, c'est intéressant, c'est l'autonomie, dans la mesure où on a une femme qui s'occupe de
toute la sphère privée de notre existence. Et l'homme, comment il s'appelle? Merde, j'ai un blanc de mémoire, je pense que c'est Lombroso qui a écrit la contre-histoire du libéralisme. C'est Losurdo, Domenico Le Losurdo. Sordo, exactement. Lombroso, c'est un autre, le criminologue biologisant. Donc, dans une contre-histoire du libéralisme, il fait exactement le même exercice. Il dit, on a beaucoup de penseurs du XVIIIe siècle et du XIXe siècle qui ont pensé, qui ont développé la philosophie ou la pensée libérale, mais qui par ailleurs étaient pour l'esclavage. Et il dit, le problème, c'est que dans les interprétations historiques, on a toujours discarté tous leurs écrits sur l'esclavage parce que c'était impossible de comprendre ça dans un cadre libéral. Et il dit, c'est une erreur grave parce qu'en fait, on ne comprend pas leur pensée du libéralisme qui incluait la défense de l'esclavage et qui en fait faisait référence à, dans l'Antiquité à la pensée, par exemple, de Sparte ou d'Athènes, où en fait les citoyens se disaient libres parce qu'ils avaient des esclaves. C'est parce qu'ils avaient des esclaves qu'ils pouvaient être réellement libres, mais libres même du travail matériel. Et Proudhon, c'est exactement ça. Il dit, moi je suis un anarchiste, je vais être à l'Assemblée populaire et je vais m'exprimer, je vais donner mes idées, etc. Et je vais organiser mon aide mutuelle dans le travail avec mes camarades travailleurs, et nous serons des anarchistes qui n'auront même pas besoin de nous occuper des enfants et de la nourriture et du ménage, parce qu'en fait, les femmes sont en dessous de nous, elles sont nos esclaves. En fait, c'est ce qu'il dit. Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Et il dit, elles le sont parce que biologiquement, elles sont intellectuellement, moralement et physiquement nos inférieurs. Et donc ça nous permet, en lisant Proudhon et en lisant Proudhon au complet, pas seulement ce qui nous intéresse, de comprendre qu'on peut être tout à fait anarchiste et sexiste. Il l'était de façon tout à fait explicite. Et donc, toute la question de la première partie de l'émission, genre, ah oui, c'est bizarre, c'est comme une contradiction. Ben non, les anarchistes peuvent être tout à fait, comme des libéraux pouvaient être pour l'esclavage, ou comme les démocrates radicaux athéniens de l'Antiquité, ben, avaient des esclaves et des femmes qui travaillaient pour eux, et ils étaient effectivement d'autant plus libres. C'est un peu, c'est pas du tout absurde de dire ça, c'est même pas cynique, c'est un fait empirique. C'est sûr que s'il y a plein de gens qui travaillent pour moi, ben moi je suis plus libre. j'ai plus de temps libre pour faire ce que j'ai envie de faire parce qu'il y a des gens qui lavent mes vêtements, qui me préparent ma nourriture, qui font le ménage dans ma maison, qui s'occupent de mes enfants. Ben c'est sûr que je suis plus libre. Et pour les anarchistes ou les démocrates radicaux, les libéraux, ben les gens aiment être libres, donc ils aiment bien avoir des gens qui travaillent pour eux. C'est ça, en fait, exactement. Ça permet de préciser ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire que finalement, l'anarchisme, disons, d'un point de vue, disons comme simplement sur un plan, disons, purement idéaliste, effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, l'anarchisme, c'est devenu la lutte contre tous les pouvoirs et contre toutes les formes de domination. C'était formulé aussi, d'une certaine manière, déjà à l'époque, au XIXe siècle, et par Proudhon lui-même, sauf que pour Proudhon, ça excluait, c'était la lutte, en réalité, c'était pas contre toutes les dominations et contre toutes les formes de pouvoir, puisque pour lui, finalement, la domination masculine et l'oppression des femmes étaient considérées comme quelque chose de naturel. Un petit peu comme, d'une certaine manière, les libéraux concevaient une forme de suffrage universel qui en réalité ne concernait que les hommes adultes, blancs, valides, etc., etc. Et là, on voit bien, c'est un peu un mouvement, c'est-à-dire qu'au début, on prend ça comme argent comptant, ah oui, le suffrage universel, ou ah oui, l'anarchisme, c'est la lutte contre toutes les formes de domination et de pouvoir. Après, on voit que, ah bah tiens, il y a des paradoxes ou des contradictions apparentes. Et après, on se rend compte que il y a un libéralisme réel, d'une certaine manière, un anarchisme réel, comme il y a eu une sorte de socialisme réel, et qu'on voit que l'anarchisme réel de Proudhon au XIXe siècle, c'est un anarchisme pour les hommes et une domination masculine et une oppression pour les femmes. Voilà. Et du coup, s'il relativise finalement, et c'est là où, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'anarchistes sont là dans une forme de défense d'une espèce d'universalisme abstrait, mais bien sûr que un universalisme concret où il y aurait effectivement eu une abolition du racisme, de la domination masculine, de la domination de classe, mais oui, très bien. Sauf que cet universalisme abstrait de on est contre toutes les formes de domination a servi historiquement et sert encore aujourd'hui à masquer la perpétuation de formes de domination qui en plus sont naturalisées ou sont invisibilisées ou sont passées complètement à côté, quoi. Tout à fait. Et du coup, ça nous amène au fait que, heureusement, quand même, dans l'histoire de l'anarchisme, il y a, donc, évidemment, Proudhon, il va y avoir des penseurs anarcho-sexistes qui vont le suivre, mais il y a aussi, et il faut les mentionner aussi, des formes de pensée anarchiste qui vont se développer contre la pensée de Proudhon,
contre la société patriarcale en général, et qui vont donner naissance à ce qui est devenu, d'une certaine manière, l'anarcha-féminisme. Et c'est important aussi d'en parler. Tout à fait. Donc là, évidemment, il y a les plus célèbres. Probablement une des plus célèbres, c'est Emma Goldman, évidemment, qui a développé une réflexion et des analyses à la fois principalement contre l'État, contre le capitalisme, et en analysant évidemment le lien aussi entre l'État et le capitalisme, et des textes évidemment spécifiquement sur la question des rapports socio-sexes, c'était pas le terme à l'époque, mais en tout cas, disons, la question de la femme, comme on le disait au 19e siècle, même si c'est un vocabulaire un peu archaïque aujourd'hui. Très proche d'elle, aux États-Unis, il y avait Voltairine de Cleyre, dont d'ailleurs, il y a quelques mois, Lux vient de republier un de ses livres, qui était aussi une poète, mais qui a écrit, elle aussi, donc là, dans le contexte aussi fin du 19e siècle des États-Unis, elle était née aux États-Unis, morte aux États-Unis, alors qu'évidemment, Emma Goldman avait des liens avec l'Europe, elle était née en Russie, etc., d'origine juive. Et donc, Voltairine de Cleyre, elle aussi, c'est très intéressant, des textes, donc, contre l'État, contre le capitalisme, des réflexions sur l'action directe, des réflexions sur les assassinats, parce qu'on est à l'époque aussi de la propagande par le fait. Emma Goldman aussi a des textes très précis sur la question de la violence politique des anarchistes et des assassinats, entre autres du président américain. Et là, du coup, Voltairine de Cleyre, elle aussi, en fait, sur les violences sexuelles, la question de la domination masculine, un texte très important de Voltairine de Cleyre sur le viol conjugal, donc on est à la fin du 19e siècle, vraiment quelque chose de... Pionnier. Et donc, il y a aussi évidemment des auteurs, il y a Louise Michel qui est associée aussi à cette tendance, puis après ça, il y a des auteurs qu'on connaît évidemment beaucoup moins, il faut attendre le travail de maisons d'édition pour avoir des traductions, donc par exemple, on peut penser à la maison d'édition La Symétrique, là, qui vient de publier il y a quelques mois le livre La Revanche des femmes, par une anarchiste et féministe chinoise, donc He Wen-zhen, j'avoue que je ne sais pas si je prononce correctement, qui vit donc vers 1900, 1915, 1920, qui là aussi c'est des textes d'analyse critique et de réflexion sur l'origine de l'État, l'origine du capitalisme, l'origine du patriarcat, et des réflexions qui croisent en fait des analyses anticapitalistes et antisexistes. Il y en avait aussi du côté des japonaises, évidemment en Espagne. Il y a eu tout le mouvement des femmes libres, là, les Mujeres Libres. Donc, tout à fait, dans l'anarchisme, il y a évidemment des penseuses, des théoriciennes, des militantes, souvent les deux ensemble. Emma Goldman était aussi une militante, était une intellectuelle et une militante, et Wen-zhen, pour ce que j'en comprends, était aussi militante, qui ont vraiment travaillé, à croiser, souvent, en fait, souvent la question est croisée. La question de l'analyse du sexisme et de la domination masculine et de l'émancipation des femmes chez ces auteurs anarchistes est souvent croisée avec la question du capitalisme et avec la question de l'État aussi, parce que à la fin du 19e siècle et au début du 20e, elle se positionne sur la question, par exemple, du droit de vote et de la lutte pour le droit de vote et des suffragettes, ce qui les amène en fait à réfléchir à femmes-État, femmes-capitalisme, État, capitalisme, femmes et domination masculine. Et donc, il y a des réflexions quand même très, très intéressantes qui s'actualisent tout à fait aujourd'hui. Oui, pour prendre l'exemple du coup de l'autrice de La Revanche des femmes, effectivement, c'est des analyses qui croisent un petit peu plus généralement disons la domination de classe et la domination masculine. Il y a des réflexions relativement intéressantes sur, d'une certaine manière, une critique de est-ce que vraiment le fait que les femmes vont devenir députées, est-ce que ça va changer vraiment grand-chose? Est-ce que le fait que les femmes aient le droit de vote, est-ce que ça va changer vraiment grand-chose? Bon, même si on peut penser que finalement le fait que les femmes aient le droit de vote, de toute façon, ça ne va pas forcément nuire particulièrement. Ou alors, on devrait effectivement, en tant qu'anarchiste, refuser le droit de vote aux hommes. C'est un petit peu toujours ça. Le truc, c'est est-ce que des anarchistes ont raison de refuser le droit de vote aux femmes dans la mesure où les hommes ont le droit de vote, quoi. Ou alors à la limite on le refuse pour tout le monde, mais on le refuse pas pour une partie de la population, comme l'interdiction du travail de nuit ou des choses comme ça, quoi. Mais d'un autre côté, évidemment qu'il y a pour prendre le cas de la revanche des femmes que j'ai lu, il y a évidemment des limites de texte, c'est-à-dire il y a quand même un côté extrêmement, et ça peut-être que c'est quelque chose qu'on va retrouver qui est lié à l'époque aussi, hein, un côté un peu moralisant, c'est-à-dire d'une certaine manière, où il va y avoir toute une forme qui va critiquer le mariage, ce qui est très bien, mais comme une forme de prostitution
Ce qui est du coup pas forcément. Aujourd'hui, bien sûr, on a conscience du fait que la stigmatisation des travailleuses du sexe, que la stigmatisation du travail du sexe, même si on le fait à l'aune de la critique du travail capitaliste ou à l'aune de la critique de l'exploitation patriarcale, c'est pas une bonne chose, quoi. La stigmatisation d'une catégorie de travailleurs ou de travailleuses, c'est pas quelque chose en soi, c'est pas quelque chose d'émancipateur et tout ça. Mais ma compréhension, parce que on retrouve la même chose chez Voltaire de Cleyre et chez Emma Goldman, c'est-à-dire cette idée que le mariage est une forme de la prostitution, et ce qui est évidemment une façon de critiquer le mariage et pas de valoriser la prostitution. Mais pour Ewen Zen, je ne sais pas. Emma Goldman, ce qu'on en sait, c'est qu'en fait, elle est extrêmement proche des travailleuses du sexe. Elle a une formation d'infirmière, et à New York, entre autres, elle travaille à aider au niveau de la santé des travailleuses du sexe de New York. Elle fait ça vraiment sur une base assez régulière. Et donc, je doute que son objectif était vraiment de stigmatiser ce type de travail. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a comme basculé, où effectivement, chez certains anarchistes, y compris masculins, il y a des propos plutôt dénigrants par rapport au travail. Ils utilisaient le terme prostitué à l'époque. Mais par ailleurs, il y a une analyse qui est principalement basée sur la question des inégalités. Et en fait, la question de la liberté du travail et de la dignité, la liberté et la dignité qui est aujourd'hui vraiment au cœur, pour ce que j'en comprends, des mobilisations des travailleurs et travailleuses du sexe et des anarchistes qui les appuient ou qui en font partie, à la fin du 19e siècle, en fait, la question, c'était les inégalités. Et c'était vraiment une analyse sociologique qui disait, c'est pas une question de choix. Dans le capitalisme, personne n'a le choix de travailler. Tout type de travail est exploité, est aliéné. Et donc, le travail du sexe est exploité, est aliéné par définition. Il n'est pas un travail différent dans ce sens-là, mais en termes de conditions, c'est souvent le pire des travails. Et il est fortement surdéterminé par les divisions sexuelles dans la société, puisque c'est généralement des femmes qui se prostituent, et c'est généralement des femmes des classes pauvres. Et donc, quand on lit les textes des anarchistes sur la prostitution de la fin du 19e siècle, c'est vrai qu'on est vraiment dans un autre univers de référence morale et politique et économique qu'au début du 21e siècle. J'imagine bien que des travailleuses ou des travailleurs du sexe pourraient y voir des propos plutôt dénigrants pour leur travail. Mais moi, la lecture que j'en fais, et comme je dis, je ne suis pas dans cette industrie, je comprends quand même qu'il y a des liens affinitaires et de respect envers les travailleuses du sexe de l'époque. Chez Emma Goldman, je n'étais pas dans sa tête, mais j'en suis persuadé. Elle les connaît personnellement, elle travaille à leur santé. Et surtout, c'est qu'on est aussi à la fin du 19e siècle dans un système où la loi du mariage n'est pas du tout la loi du mariage du début du 21e siècle. Et donc là, c'est une loi du mariage qui est beaucoup plus restrictive qu'aujourd'hui. Et donc, d'associer le mariage à la prostitution, c'est une attaque forte contre l'institution du mariage de l'époque. Et pour moi, ça fait écho en fait à des travaux, je ne sais pas si vous les avez lus, de Paola Tabet sur les échanges économico-sexuels. Où là, on dit, en fait, les rapports hétérosexuels sexuels, qui soient monnayés, c'est-à-dire où je mets de l'argent sur la table en disant tel acte sexuel, c'est 20 euros, ou 50 euros, ou 100 euros pour tel acte sexuel, ou que ça soit monnayé de façon informelle par je te paye le logis, ou je te paye à manger, ou etc., etc. Paola Tabet a dit c'est un immense continuum. Et Paola Tabet dit entre le mariage formel et la passe sexuelle dans la ruelle, il y a tout un continuum. Et à la fin du 9e siècle, les anarchistes disent si on est pour l'amour libre, c'est qu'on est aussi pour l'amour libre et gratuit. C'est un peu comme l'amitié. Donc, on ne critique pas des femmes du prolétariat ou du lumpen prolétariat qui se prostituent parce qu'elles se prostituent parce que les conditions économiques sont tellement terribles, mais c'est pas un idéal de vie non plus. Oui, c'est intéressant effectivement de faire mention des travaux de Paola Tabet, de son livre La Grande Arnaque. On a fait une note de lecture d'ailleurs sur notre site qu'on peut retrouver. Et là-dessus, ça fait penser aussi un peu à une des parties peut-être les moins problématiques et les plus intéressantes du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, où effectivement, elle dit, même à la limite, que sur certains aspects, le travail du sexe au moins permet l'indépendance économique, contrairement au mariage, qui à son époque ne le permet même pas. Exact. Donc ça fait quand même une petite différence. Il y a au moins une autonomie formelle
dans le travail du sexe. Après, le travail du sexe libre, hein, parce qu'après, il y a un travail du Bien sexe. sûr, évidemment. Le travail du sexe libre, entre guillemets, évidemment. Oui, oui. Le capitalisme, est-ce que le travail est vraiment libre ou pas? Mais je veux dire, au moins où il n'y a pas directement, effectivement, un proxénète qui empoche tous les bénéfices, où là, effectivement, ça s'apparente plus à une forme d'esclavage. Pendant la guerre civile, pendant la Révolution espagnole, les moureurs libres sont fusillés les proxénètes. Oui. Ce qui est une façon de régler le débat entre réglementaristes et abolitionnistes de façon assez radicale. C'est le proxénète, Voilà. on le fusille. Et du coup, et après, évidemment que dans une optique, anarchiste, dans une optique anticapitaliste, bien sûr que le but, in fine, c'est l'abolition du travail au sens capitaliste. On a pas mal développé dans d'autres émissions, et y compris du travail du sexe. Après, ce qui est vraiment important par rapport à ça, même si en plus on peut analyser le travail du sexe comme étant à la croisée de la domination capitaliste et de la domination patriarcale, ce qu'on concluait un petit peu dans notre note de lecture sur la grande arnaque, c'est que tant qu'il y aura du travail capitaliste, il y aura du travail du sexe, et qu'il n'y a pas de raison particulière, et qu'au contraire, il faut plutôt à la limite prôner une forme de solidarité et en finir avec une forme de stigmatisation. Et je pense qu'on peut pas en vouloir aux autrices et aux auteurs de la fin du 19e siècle d'avoir ce genre de propos, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est important, par exemple, de ne pas faire une critique du travail salarié en réutilisant le concept de prostitution. Tout comme, par exemple, au 19e siècle, je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'était un peu malaisé de critiquer le salariat en disant c'est de l'esclavage blanc. Voilà, c'est par exemple les travaux de David Rodlinger sur le salaire du blanc qui ont montré ça. Et je pense que, enfin voilà, qu'il faut, disons, resituer ces textes dans l'époque, notamment la revanche des femmes. C'est une critique extrêmement intéressante du patriarcat chinois de son époque. Après, évidemment, on peut y voir un certain nombre de limites. Et l'important, simplement, c'est de ne pas finalement reprendre ces limites aujourd'hui, parce que finalement, même avec toutes ces limites, la revanche des femmes, c'est en avance sur son époque, très clairement. C'est contrairement à Proudhon, qui lui, pour le coup, était un défenseur ferme de son époque. Le contexte a changé, mais c'est juste qu'aujourd'hui, évidemment, on peut plus dire le mariage c'est la prostitution, ça pose effectivement, ou le travail c'est la prostitution, ça pose un certain nombre, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et du coup, par contre, chez Ewen Zhen, j'ai été très étonné de découvrir dans le livre donc La Revanche des femmes, elle propose un passage où pour faire le lien avec vraiment le thème de l'émission aujourd'hui, où elle a un passage où elle critique en fait les hommes pro-féministes chinois. Je ne sais pas si t'as retenu ça. Et donc elle distingue par rapport au féminisme et à l'émancipation des femmes. Donc on était en Chine au début du XXe siècle. Elle dit il y a les appels actifs, ça c'est les appels des femmes elles-mêmes à leur propre émancipation. Et il y a les appels passifs. Donc, je ne sais pas au niveau de la traduction, là, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est formulé en français. Et les appels passifs, c'est les appels des hommes chinois, pas nécessairement anarchistes d'ailleurs, qui sont pour l'émancipation des femmes, donc au début du XXe siècle en Chine. Et elle dit, ils sont sympathiques, ces hommes chinois qui disent qu'il faut que les femmes soient émancipées, etc. Ils se présentent comme nos amis, nos camarades, nos alliés, etc. Mais elle dit, j'y vois quand même deux, trois soucis, quoi. Il faut quand même réfléchir à cette solidarité parce qu'elle voit chez ces hommes et des féministes contemporaines ont vu aussi chez les hommes pro-féministes certains problèmes, dont Aude Vidal, par exemple, qui a un blog d'écologie politique, où elle a écrit un texte, par exemple, sur le pro-féminisme toxique, où elle voit que bien des hommes pro-féministes, ou les hommes pro-féministes en général, jouissent d'un certain privilège aux yeux des féministes. Ils passent pour les bons mecs ou les bons gars. C'est bon pour notre propre ego, d'ailleurs, aussi, on se sent supérieur aux autres hommes, etc. Et donc, Ewen Zhen, déjà au début du XXe siècle, disait chez les hommes pro-féministes chinois, donc, que ça leur permettait, disait-elle, d'avoir l'air plus civilisés, parce que là, c'était en référence avec les idées qui venaient d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors, elle disait, bon, ben, ces Chinois qui prônent l'émancipation des femmes ont l'air d'avoir l'air plus civilisé que le Chinois lambda, disons, de l'époque. Et donc, c'était une posture narcissique, entre autres. Ça leur permettait d'attirer l'attention sur eux et l'admiration, et y compris les femmes qui pouvaient leur être reconnaissantes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que dès le début du XXe siècle, donc chez cette auteure anarchiste et féministe chinoise, il y a déjà une mise en doute de, oui, bon, les hommes pro-féministes, ils sont sympathiques, mais qu'est-ce que ça cache réellement? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec la posture d'hommes pro-féministes qui est évidemment travaillée aussi
aujourd'hui par des féministes. Oui, effectivement, là on fait peut-être un bond dans le temps, même si on pourra consacrer d'autres émissions, effectivement, plus spécifiquement à l'histoire de l'anarcha-féminisme, ou par exemple, on en a un petit peu parlé dans d'autres émissions, mais des problèmes de sexisme pendant la guerre d'Espagne. Là-dessus, on peut renvoyer à l'émission qu'on a fait avec les gyminologues. Sur le fait par exemple qu'il y a eu une assimilation à un moment par la propagande de la CNT de les femmes sur le front, ça veut dire des maladies vénériennes, ce qui est quand même vraiment douteux. Et puis très rapidement, la CNT, comme tout le camp antifasciste, a rapidement accepté de renvoyer les femmes aux cuisines et à la vaisselle. De les désarmer. De les désarmer, voilà, de les retirer du front. Donc voilà, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Mais pour revenir à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une question intéressante, c'est que faire en tant que... qu'est-ce que c'est qu'être pro-féministe, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça n'implique pas. Par exemple, on peut penser qu'est-ce que ça n'implique pas de croire effectivement à une supériorité morale ou du coup d'en profiter pour l'ouvrir encore plus, ce qui est quand même contradictoire avec normalement le fait que être un homme pro-féministe, c'est notamment le fait de peut-être arrêter de parler à tort et à travers, mais plutôt d'écouter, parce qu'en général, d'ailleurs, on apprend des choses quand on écoute. Exact. Mais du coup, voilà, quelle piste ça pourrait impliquer, selon toi, effectivement, d'être un homme pro-féministe, notamment anarchiste, aujourd'hui? Donc rapidement, parce que ça tire à sa fin, mais effectivement, dans un autre texte, j'ai proposé la notion de disempowerment, donc qui s'inspire évidemment de l'empowerment, qui est une idée d'essayer de réduire notre pouvoir individuellement et collectivement en tant qu'homme dans les réseaux militants et anarchistes, par exemple, en m'inspirant évidemment des travaux de Léo Tire-Vidal ou d'autres, ou aussi des féministes qui m'ont interpellé ou qui m'ont critiqué ou qui m'ont dit de faire attention, et j'en suis arrivé à une conclusion tout à fait pessimiste d'ailleurs, pas joyeuse du tout pour nous les hommes, mais c'est pas très grave de toute façon. Que en fait c'est à peu près je pense que c'est impossible d'avoir une position pro-féministe et de ne pas être considéré comme une nuisance à un certain niveau par certaines féministes. Je pense qu'il faut simplement, donc il va y avoir des féministes qui vont trouver sympathique notre position ou notre intervention à tel ou tel moment, mais je pense que nécessairement il va y avoir des féministes qui vont dire oui, mais quand même c'est pas 100% positif. Et ça, c'est simplement le fait que c'est pas notre lutte et que la lutte des féministes, elle implique en fait une lutte contre les hommes. Et donc nous, si on veut être auxiliaire ou complice ou allié, dans la mesure où on fait ça, ça ne peut pas être 100% bénéfique pour le mouvement. C'est ma compréhension que j'en ai. Je ne dis pas que ça peut pas être bénéfique à certains moments ou qu'on peut pas avoir un rôle de complice qui peut être utile aux yeux de certaines féministes ou même plusieurs féministes à certains moments. Mais je pense que c'est toujours nécessairement minimalement problématique. Je suis certain que par exemple, que juste cette émission, il doit y avoir des féministes qui se disent oui, bon, ils sont bien sympathiques, les deux gars, mais ça aurait été quand même plus intéressant de voir Christine Delphi et Judith Butler en dialogue, par exemple. J'invente un truc, et ces 2 heures où on écoute 2 types réfléchir, ça aurait été encore mieux si ça avait été 2 femmes qui discutent. Donc déjà, là, on a un truc où nous, on n'est pas des femmes, quoi. Et la lutte des femmes, c'est pour les femmes, par les femmes, pour les femmes, etc. Nous, on n'est pas des femmes, donc on peut essayer d'aider, mais je pense qu'à chaque fois qu'on aide, on peut quand même faire grimacer ou embêter ou considérer ou on peut être considéré par certaines féministes comme problématique. Après, à la limite, par contre, ce genre d'émission peut être peut-être plus intéressant. Et je pense d'ailleurs que c'est pas tellement une émission effectivement pour les femmes. Oui, j'espère qu'on s'adresse surtout à des hommes. C'est ça. Là, très clairement, d'autres fois, par exemple, j'ai déjà invité Christine Delphi, et là, pour le coup, c'était une émission vraiment plutôt pour les femmes. Mais et il y aura d'autres émissions avec notamment des anarcha-féministes sur des sujets proches, mais qui du coup s'adresseront plutôt aux femmes. Mais en tout cas, par contre, je pense que cette émission peut être intéressante pour des hommes qui, effectivement, prendraient conscience ou ont déjà pris conscience de ce problème. Et effectivement d'être à la fois anarchiste ou révolutionnaire ou en faveur de l'émancipation sociale et en même temps des dominants. Si on est un minimum matérialiste, on peut se dire que bah oui, évidemment, tant qu'il y aura du patriarcat, on sera des hommes et du coup on sera un minimum problématique puisqu'on sera un minimum au moins des figures, même si ultra minimalistes, même si très sympa, etc.,
de l'oppression. Par contre, ce qu'on peut, à la limite, c'est effectivement, comme tu proposes avec ton concept de disempowerment, diminuer, je pense, très fortement notre pouvoir de nuisance au moins, et puis diminuer aussi le pouvoir de nuisance des autres hommes. Voilà, Ici, évidemment, exact. on peut pas avoir une conception de la révolution où c'est uniquement les hommes qui vont réduire leur pouvoir de nuisance de manière bienfaisante, parce que je pense que si on a un minimum matérialiste, on peut se dire que la révolution féministe sera faite par les femmes, pour les femmes, et contre la classe des hommes, peut-être pas contre chaque homme individuellement, mais contre la classe des hommes. Elle aura pour but d'abolir les privilèges masculins, et ça impliquera forcément un moment de confrontation, mais en tout cas qu'il y a aujourd'hui, d'une certaine manière, un travail déjà à faire de disempowerment, de renonciation au maximum de privilèges, parce que bon, après il y a des privilèges qui sont donnés par la société, donc c'est un peu difficile d'y renoncer, mais au moins dans les milieux militants, dans les lieux privés, etc., il y a un vrai travail à faire là-dessus. Après, je pense que ça va être compliqué quand même de tirer des conclusions sur en cas de révolution, quelle doit être l'attitude des hommes en cas de révolution antipatriarcale et tout ça. On pourrait considérer ça comme des formes de traîtres, d'une certaine manière, de traîtres à la classe des hommes. C'est ce que des féministes ont dit, oui, elles ont besoin de plus de traîtres à leur classe d'hommes. C'est ça. Parce que je ne sais pas si la question c'est la révolution, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs insurrections féministes. Donc, c'est peut-être pas une révolution globale qui fait tomber le patriarcat, mais le milieu anarchiste est régulièrement la scène d'insurrection féministe, donc des actions ou des pamphlets ou des interpellations ou des critiques féministes que je vois que j'interprète comme des mini-insurrections, des insurrections à l'échelle du mouvement. Et effectivement, à ce moment-là, je pense qu'il faut essayer, si on essaie d'être minimalement cohérent en tant qu'homme pro-féministe, il faut essayer dans la mesure du possible, des fois les situations sont complexes et confuses, mais oui, c'est ça exactement, de prendre la position des camarades femmes, et surtout, et là c'est ça qui est le plus difficile, je pense, pour nous, on n'est pas des victimes là-dedans, mais je pense que c'est ça justement qui est en jeu, c'est si on n'est pas seulement des alliés mais si on est réellement des complices dans leur lutte, est-ce que, comme tu viens de le dire, on est capable et là on peut avoir un rôle, je pense, de complice et d'auxiliaire tout à fait utile, c'est plutôt que d'expliquer aux autres femmes comment faire, par exemple, ce qui est évidemment tout à fait ridicule, c'est de se confronter à d'autres hommes. Mais se confronter à d'autres hommes, ça peut aussi impliquer rompre des camaraderies ou rompre des amitiés. Et là, du coup, il y a un vrai coup à être pro-féministe. C'est pas, on n'en tire pas que des gains, c'est-à-dire des gains symboliques ou des gains de reconnaissance par les femmes ou les féministes qui disent « Ah, toi, t'es vraiment sympa, etc., tu nous aides bien, merci. » Mais non, on peut aussi... parce qu'en fait, les féministes, elles, au quotidien, j'imagine qu'elles perdent des choses à être femmes et elles perdent des choses aussi à être féministes. Voilà. Et si on est homme pro-féministe et qu'on ne fait qu'en avoir des avantages, avoir une tribune, être reconnu comme quelqu'un de sympathique, de plus progressiste, etc., un peu comme Ewi Zen disait des hommes pro-féministes chinois du début du XXe siècle, ben, c'est tout bénéfice pour nous, c'est un peu absurde, quoi. Et donc, là, c'est quand on se confronte à des amis, à des camarades, à d'autres hommes, qu'on brise la solidarité masculine, la bonne ambiance. Par définition, on est évidemment des fois dans des situations de non-mixité masculine entre hommes. Ça n'a pas besoin d'ailleurs d'être un moment militant. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on connaît, des pratiques qu'on voit ou qu'on connaît de nos amis ou de nos camarades ou de nos frères, ou etc. Ben, est-ce qu'on est prêt à mener le combat là? Et là, évidemment, avoir des coups, c'est-à-dire des coups dans le sens où peut-être qu'on perd des relations. Oui, c'est ça, c'est tout. C'est-à-dire que évidemment, en étant des traîtres à la classe des hommes, à la classe du coup des dominants sur le plan du patriarcat et de la domination masculine, évidemment, être un traître, ça a d'ailleurs principalement des désavantages, puisque des désavantages matériels. Pour prendre un exemple, même si, bon, évidemment, lui, pour le coup, n'était pas du tout anarchiste. Mais enfin, si, on peut prendre même des exemples dans l'anarchisme. Enfin, on peut prendre l'exemple de Marx ou de Kropotkin, qui effectivement venait de classes sociales relativement aisées. Kropotkin était quand même un prince. Il faisait partie de l'aristocratie russe. Oui. Il y a un coût matériel énorme à aller rejoindre l'anarchisme. Mais d'un autre côté, finalement, est-ce que c'était mieux de rester aristocrate russe ou de rester un petit bourgeois allemand? Et peut-être que du coup, ça implique de
Évidemment, on n'est pas dans une conception complètement idéaliste de la révolution ou des insurrections, etc., où on considère que la question des intérêts matériels n'a aucune importance. Enfin, en tout cas, il ne faudrait pas que la question de l'engagement soit uniquement une question d'intérêt matériel. Et c'est pour ça que parfois, c'est un peu limité de dire oui, la classe prolétaire a intérêt au renversement du capitalisme. Bon, déjà, c'est compliqué parce que tant qu'on n'a pas vu l'après-capitalisme, jusque-là, on voit juste qu'on a intérêt à gagner sa croûte pour survivre, quoi. Et après, il y a aussi le fait que est-ce que c'est que ce genre de discours sur l'intérêt, ça peut aussi mener à dire oh bah on a intérêt effectivement à des dominants mecs ou blancs ou hétéros et donc du coup en défendons ça. Donc il y a effectivement être un homme pro-féministe, ça implique un certain nombre de coups. C'est pas uniquement quelque chose qui va dans notre intérêt, et finalement, peu importe, sans finalement que on ait forcément à concevoir une vision un peu sacrificielle. C'est pas non plus ça, quoi. Être un homme pro-féministe, c'est pas non plus une forme de sacrifice, puisque Vaneigem a pas mal critiqué la posture un peu sacrificielle du militant pour la révolution. Ça peut aussi avoir des aspects perdre des privilèges, ça peut aussi avoir des aspects humains relativement intéressants, c'est-à-dire que on peut nouer des contacts un peu plus riches quand c'est pas dans le cadre de relations de domination que quand c'est dans le cadre de relations de domination. Même si évidemment il faut pas faire entre guillemets, c'est pas le principal aspect du pro-féminisme, mais enfin en tout cas ça peut permettre de créer des nouvelles relations qui soient différentes des relations finalement qui sont généralisées dans la société actuelle et qui finalement dans le milieu anarchiste pour le coup tranche pas tellement. Peut-être qu'à un moment on a parlé un peu des milieux libres dans la première partie de l'émission. L'idée des milieux libres, c'était de vivre aujourd'hui et maintenant des rapports différents, des rapports finalement que par exemple les marxistes repoussaient au communisme lointain et tout ça. Et du coup, ça a un aspect qui pouvait être très intéressant de vivre aujourd'hui et maintenant d'autres rapports sociaux. Et aujourd'hui, peut-être qu'une posture pro-féministe peut permettre de vivre des relations au moins légèrement différentes. Après, évidemment, une fois qu'on a dit ça, et l'expérience des milieux libres le montre très bien, est-ce que c'est vraiment si différent que ça ? Parce que l'échec des milieux libres montre bien que, en fait, non, c'était pas complètement différent et qu'en fait il y avait plein de reconductions des relations de pouvoir et c'est pour ça que d'ailleurs de cet échec est née toute une frange de l'anarchisme un peu plus portée sur l'éducation, la pédagogie, etc. Et puis d'autre part, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il ne faut pas des mouvements sociaux de plus grande ampleur et tout ça ? Enfin voilà, ça pose des questions un peu plus larges, quoi. Donc, en tout cas, voilà, on espère que cette émission aura permis surtout aux hommes qui nous écoutent, de réfléchir un petit peu de manière critique sur les privilèges communs à tous les membres de la classe des hommes, sur l'identité masculine qui découle de ces privilèges. L'identité masculine n'est pas a priori, mais elle est a posteriori. De voir que le milieu anarchiste était traversé malheureusement par ce qu'on a appelé la masculinité toxique et par même la domination masculine de manière plus générale, que malgré tout il y avait des pistes, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait finir, que malgré tout il y a des pistes pour des pistes de lecture ou de pratique ou de discussion, de nouveaux rapports humains, pour essayer de diminuer au moins en tant qu'homme notre pouvoir de nuisance, de se désempowerer de trahir, même si ce mot a une connotation négative, mais je pense que pour des anarchistes, ils ne devraient pas avoir finalement trahir la classe des hommes. C'est un petit peu comme déserter l'armée, c'est quand même plutôt un geste soumis. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, on espère que cette émission aura participé un petit peu d'une dynamique plus générale, que les hommes cessent d'être des freins à l'émancipation des femmes et à l'abolition de la domination masculine, de la masculinité, de la féminité et de tout un tas de choses qui empoisonnent un peu la vie des hommes et énormément la vie des femmes. Voilà, merci Francis. Merci. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons
reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.